une autre chose que j'ai réalisée justement après 15 ans d'expérience dans le domaine, puis avoir vécu différents marchés, c'est très facile de devenir propriétaire. Tu as une bonne cote de crédit, tu as la mise de fonds minimum au Canada pour être propriétaire occupant. La troisième chose qu'il faut, le troisième pilier, c'est les revenus nécessaires pour pouvoir se qualifier. Une fois qu'on a ces trois piliers-là, boum, tu peux devenir propriétaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Patrimoine, l'émission où nous explorons les stratégies et les outils pour bâtir et préserver votre richesse à travers des choix éclairés et durables. Aujourd'hui, je suis super content. Nous avons l'honneur d'accueillir Christopher Salador, un nom bien connu dans l'univers de l'immobilier québécois, avec près de 15 ans d'expérience. Christopher, tu me corriges, c'est ça? C'était pile poil. Yes. Donc, tu as accompagné des centaines de familles, des investisseurs, des entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Ton expertise, on va rentrer dans le détail pendant la suite de l'entrevue. Ça couvre le spectre de l'immobilier, multilogement, passant par peut-être des stratégies de financement alternatifs. Et si l'on devrait résumer ton parcours en un mot pour moi, c'est plus visionnaire. Visionnaire. Donc, dans cet épisode, on va plonger au cœur de l'évolution du marché IMO québécois au cours des 20 dernières années, parce que je sais que tu as beaucoup de recul de par ton expérience. Je voudrais qu'on parle aussi des différences entre ton métier de courtier immobilier, je sais que tu es courtier immobilier, et celui de courtier hypothécaire. Donc, deux rôles souvent un peu confondus et qui sont profondément distincts. Ma mère, elle écoute, donc elle s'intéresse de plus en plus à ce que je fais. Donc, on va essayer d'utiliser des termes un peu simples pour elle. Et si elle est comprend, tout le monde peut comprendre. Donc, on va aborder tout ça. On va aborder aussi un sujet fascinant et parfois méconnu, le prêt privé. On en a parlé dans quelques de tes vidéos aussi. Est-ce que c'est une opportunité d'avenir ou une stratégie réservée à une élite avertie? Donc, tu vas nous livrer un petit peu ta vision sans filtre à ce niveau-là. Et bien sûr, impossible de ne pas parler d'infinite banking. C'est ce qu'on parle tout le temps sur cette chaîne. Donc, cette stratégie financière qui fait de plus en plus d'adeptes. Nous verrons si Christopher la pratique, ce qu'il en pense et quelles sont ses prévisions pour cette approche dans les années à venir. Donc, enfin, il nous dévoilera ses propres stratégies d'investissement, à la fois dans l'immobilier et au-delà, ainsi que ses ambitions de 2025, nous sommes en 2025, et les années futures. Donc, alors, si vous êtes passionné par l'immobilier, intrigué par les nouvelles stratégies financières ou simplement curieux d'en apprendre plus sur les coulisses d'une carrière à succès dans ce domaine, restez avec nous. Cet épisode risque de bien transformer votre façon de penser l'investissement et la gestion de votre patrimoine. Est-ce que tout ceci te va comme programme, Christopher? 100%, let's go. Yes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon cher Christopher, je vais te proposer de te présenter succinctement. Avec plaisir. Ben, merci. En passant, super belle intro. Merci de m'avoir contacté. Donc, qui suis-je? Christopher Salador, d'origine haïtienne. Je suis né au Québec d'une mère monoparentale avec 2 enfants, moi et mon frère. Puis, tu sais, justement, ma mère est infirmière. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je viens pas d'une famille d'investisseurs. Qu'est-ce que j'ai grandi alentour de personnes de la classe, comment qu'on pourrait dire, là, de gens à faible revenu, parce que tout mon entourage, mes amis, sans les manquer de respect, mais tu sais, j'ai grandi avec du monde que ils habitaient dans les HLM, ça, ce sont les blocs. C'est quoi encore Les l'abréviation? parts d'immeubles, là. Oui, les immeubles, mais pour les gens à faible revenu, justement, à faible moyen. Puis, mais tout ça pour dire que c'est l'entourage et l'environnement que j'avais. Donc, depuis un très jeune âge, j'étais très ambitieux. Je voulais plus. Je voulais des belles chaussures, des belles voitures, des beaux vêtements, des choses comme ça. Donc, j'avais cette soif d'aspirer à de grandes choses, qui a fait en sorte que, de fil en aiguille, par hasard, comme Obélix qui est tombé dans la potion magique, je suis littéralement tombé dans le monde du courtage immobilier où est-ce que je connaissais rien. Je n'avais jamais acheté de propriété, jamais vendu,
Je connaissais même pas c'était quoi un courtier immobilier, à part qu'il y avait des pancartes, puis ils vendaient des propriétés, c'est tout. Donc, quand j'ai commencé, j'ai pris du temps pour me former, pour en apprendre, pour apprendre les rouages, etc., qui a fait en sorte que mes 3 premières années en immobilier, c'était catastrophique. Je faisais pas d'argent. Donc, puis il fallait que je me bâtisse une clientèle, il fallait que je bâtisse aussi les connaissances, puis les outils, des skills, des talents pour pouvoir justement me freiner un chemin qui a fait que justement, j'ai commencé en 2010 et maintenant, 15 ans plus tard, je suis un courtier où est-ce que justement, je me positionne et je me peaufine dans la niche de l'enrichissement à travers le véhicule de l'investissement immobilier, où est-ce que j'aide des dizaines, des centaines de familles, année après année, à s'enrichir avec l'immobilier. All right. Mon cher Christopher, avant qu'on rentre un petit peu sur l'évolution du marché depuis au moins une vingtaine d'années, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, on va parler dans le détail de ton parcours, hein, mais tu as dit tout à l'heure que tu arrivé là un petit peu par hasard. Ben, c'est quoi le tipping point? Comment est-ce que tu as été influencé à aller sur ce secteur-là qui, a priori, n'est pas un segment qui s'adresse aux gens comme toi, aux gens qui viennent de là où tu viens, quoi. Très bon point. Merci de me permettre d'apporter une précision là-dessus. Parce que la réalité, comment je suis tombé là-dessus, c'est que je viens d'une famille haïtienne. Puis je suis sûr que c'est la même chose avec les Africains. C'est beaucoup de choses avec beaucoup de familles d'immigrants où est-ce que depuis un très jeune âge, ma mère poussait beaucoup pour, comment je pourrais dire, pour avoir une carrière, aller aux études, avoir des diplômes, ben, faire des études, avoir des diplômes pour pouvoir avoir une belle carrière. J'avais aucunement l'influence de me lancer en business, qui a fait en sorte qu'ici, au Canada, au Québec, quand tu finis le secondaire, tu peux aller au collège. Après le collège, tu vas à l'université pour avoir tes diplômes et avoir une belle carrière. Ceci étant dit, j'ai fini mon secondaire, j'étais allé au collège, je voulais de l'argent parce que je voulais m'acheter une voiture, puis tout ça, blablabla, j'avais des dettes. On commence dans la vie, on commence à avoir des dettes. Fait que je suis à l'école, mais mon cerveau, il pense à je veux faire de l'argent. Fait que j'ai arrêté, je suis allé sur le marché du travail. Donc, j'ai pas fini le collège. Ensuite, je suis retourné aux études, mais là, je suis allé à l'université. Même chose encore, je commence l'université, j'ai tellement passé du temps sur le marché du travail que quand les premières semaines à l'université, j'étais comme, oh my God, c'est du chinois. Qu'est-ce que je fous là? Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Mais en même temps, là, encore une fois, j'ai abandonné. Puis, sincèrement, à l'intérieur de moi, je me sentais comme un échec. Parce que c'est comme, OK, Chris, pourquoi je n'arrête pas je commence quelque chose, mais je suis jamais capable de le terminer. Et là, justement, à cette époque-là, j'ai 27 ans, j'ai une fille de 3 ans. Puis je me dis, OK, là, tu sais, j'ai la petite voix dans ma tête qui est comme, OK, je veux une carrière, je veux quelque chose de respectable, puis je veux faire de l'argent. Mais à l'intérieur de moi, je réalise que, OK, ben même pas le système est fait au Québec que si tu n'as pas les hautes études, c'est dur de percer dans une grosse boîte et d'aller chercher des gros salaires. Donc là, je retourne sur les bancs d'école, puis je regarde les programmes, puis qu'est-ce que je vois? Je tombe sur courtier immobilier. Puis je réalise que c'est là que je suis tombé dans l'immobilier pour les mauvaises raisons parce que quand je suis tombé sur le courtage immobilier, j'ai vu que ça disait que je pouvais avoir ma licence après 3 mois, puis je pouvais déjà faire de l'argent. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, c'est ça que je choisis parce que j'avais besoin d'argent maintenant. Et bizarrement, ben en même temps, bizarrement, dans la vie, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Je suis tombé dans l'immobilier, dans le courtage immobilier. Mais tu n'avais aucune idée. Tu as vu quand même? J'avais Enfin, comme tout aucune le monde, idée, mais rien du tout, du tout, du tout. J'avais quelques amis dans mon entourage qui l'étaient, mais on n'était même pas proches. Je savais qu'ils faisaient ça, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. incroyable, incroyable. Et ça s'est transformé en une passion. Super. Christopher, je veux que tu me parles un petit peu que tu me décrives un peu l'évolution, les transformations majeures du marché immobilier essentiellement québécois au cours des 2 dernières décennies. Qu'est-ce que toi tu as observé? C'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que tu es dans le game, mais j'imagine qu'en rentrant dans le marché, après tes 3 mois de formation, tu étais obligé de regarder un peu rétrospectivement qu'est-ce qui s'est passé derrière moi et tout. Qu'est-ce que toi tu en as de tes débuts et de ce que tu observes maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce qu'on s'en va? Je vais approcher cette question-là du côté
de l'investissement immobilier. Parce que qu'est-ce qui c'est le shift, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai pu constater dans les 2 dernières décennies et jusqu'à aujourd'hui, c'est que, vous savez, si on retourne en 2000, de 2000 à 2010, l'immobilier doublait. Puis avant 2000, je vous dirais, avant 2017, 2018, 2019, là, avant 2020, sincèrement, ça pouvait facilement, là, lorsqu'on achetait une propriété, peu importe c'était quoi la propriété, ça pouvait prendre en moyenne entre 7 ans à 10 ans pour seulement faire 100 000 de créer 100 000 en équité ou en valeur sur la propriété. Qui veut dire Sans qu'on a travaux, sans rénovation, sans rien faire. si tu n'as rien fait dans la propriété, si tu as acheté une propriété à 200 000, ça pouvait prendre environ entre 7 ans à 10 ans pour que la nouvelle valeur de ta propriété soit de 300 000. Et la réalité, c'est que depuis 2018 à 2020 et jusqu'à aujourd'hui, ça l'a passé en mode accéléré, où est-ce que plusieurs personnes ont créé de la valeur, ont fait beaucoup d'argent, des 100 000 et plus, certains aussi un petit peu moins, mais tout ça pour dire que depuis 2020 aujourd'hui, ça prend beaucoup moins de temps pour créer de la valeur, qui veut dire en d'autres mots que c'est beaucoup plus facile d'acheter une propriété à un prix X, de forcer l'appréciation, de faire en sorte que la propriété prenne de la valeur plus rapidement et dans un court laps de temps, de faire des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de dollars avec une propriété. Mais oui, en mettant de l'effort, en donnant de l'amour, en faisant un petit peu d'optimisation. Yes. Et comment t'expliques ça? Est-ce que c'est des événements économiques, politiques ou sociaux qui ont un impact comme ça sur l'industrie? Parce que Euh, c'est quand même conséquent, hein, plus 50, plus c'est 100 c'est- cas, c'est- c'est plusieurs choses. C'est une excellente question. C'est plusieurs choses. Une des choses, c'est sûr que c'est l'offre et la demande. La demande, non, l'offre, il y a de moins en moins de propriétés sur le marché parce on construit pas assez pour le nombre, pour la population croissante. Donc, de plus en plus de personnes au Canada, partout au Canada, veulent acheter de l'immobilier, mais l'effet d'offre et la demande, s'il n'y a pas autant de propriétés à vendre, mais la demande est très forte et augmente sans cesse, ben, ça va faire en sorte qu'on peut facilement acheter une propriété. Ben, je veux dire, si 10 personnes se battent pour la même propriété, c'est sûr qu'elle va se vendre beaucoup plus cher. Donc, ça force la croissance, la rapidité des valeurs des propriétés. Aussi, une autre chose qui est quand même au Canada, c'est que contrairement aux États-Unis, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises aussi. C'est une question de chiffres aussi. Là. Ils sont combien? Ils sont 300 millions, plus 300 millions. millions aux États-Unis, tandis que nous, on est quoi? 40 millions au Canada. Mais en même temps, C'est un territoire qui est quand même équivalent, voire plus grand que en, les US. en plus, mais le fait qu'ils sont quand même beaucoup, mais je veux dire, aux États-Unis, les entreprises, il y a tellement de monde, il y a tellement de business que ça fait partie ça fait partie du roulement de l'économie. Tandis qu'au Canada, un petit peu moins. On est moins axé sur l'entrepreneuriat, sur les business, sur développer des business puis les amener à un autre niveau. Par contre, l'immobilier au Canada prend beaucoup d'ampleur. Beaucoup de gens sont au courant que tu peux faire de l'argent avec l'immobilier. Donc ça l'accentue justement la demande pour justement faire de l'immobilier, de l'investissement immobilier, du développement immobilier. Yes. Est-ce que, ça ce que moi je soupçonne, hein, est-ce qu'il y aurait aussi peut-être une influence des besoins, des comportements peut-être des gens, des acheteurs, des vendeurs qui ont changé, de la Oui, population aussi qui change, quoi, puisque, bon, je sais pas si 100%. ça va stabiliser. Là, à date, nous sommes le 8 janvier. Je crois il y a 1 ou 2 jours, l'actuel Premier ministre, il a démissionné. Donc, je crois que c'est lui qui avait un petit peu organisé les choses pour qu'il y ait une certaine immigration, une certaine accélération de l'immigration. Est-ce que ça peut aussi influencer quelque part au niveau du prix? Ou alors les immigrants, ils n'achètent pas du tout? Au contraire, les immigrants, ils arrivent ici puis ils veulent acheter parce que c'est tellement facile. L'accès à la propriété au Canada est hyper facile. Par contre, l'autre côté de la médaille, de détenir une propriété, ça vient avec des charges quand même assez financièrement
lourde parce que c'est facile de devenir propriétaire. Par contre, une fois que tu deviens propriétaire, tout est dans les milliers de dollars. Et plus gros est la propriété, plus les dépenses qui vont venir avec ça, plus la charge hypothécaire, plus justement les mensualités vont être beaucoup plus élevées. Donc, si tu n'as pas les revenus ou tu n'as pas de manière créative pour pouvoir justement t'assurer d'avoir un cash flow positif, ben ça peut facilement, tu peux facilement t'acheter une propriété, puis ça te coûte les yeux de la tête, puis tu n'arrives même pas à détenir la propriété. Par contre, comme je le dis, comme je viens de le dire, de devenir propriétaire, c'est facile au Québec, au Canada, c'est ça l'affaire en même temps. Mais pour aller avec ce que tu dis, non, les immigrants, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup aussi des changements dans la réglementation par rapport aux nouveaux arrivants, parce que la demande était tellement forte. Et plus la demande est forte pour devenir propriétaire, en même temps, ben, si tu veux pas, ça va accentuer les prix vers la hausse. Mais aussi, moi, je trouve un autre effet qui fait en sorte que ça l'a accentué par rapport aux nouveaux arrivants, par rapport à la population ici au Canada, etc., c'est que par rapport à nos parents, les générations ont changé. On s'entend que nos yeux sont beaucoup plus éclairés, ils sont beaucoup plus ouverts. Puis aussi, on va être transparent, mais en tant que comment je pourrais dire, jeunes ou de voir les générations passer, on réalise les erreurs qu'ils ont fait. Non, pas les erreurs, parce qu'ils n'ont pas fait d'erreurs. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais on peut voir que les choses, s'ils auraient fait un petit peu les choses différemment, ou ils en auraient fait plus, où est-ce que leur richesse aurait été aujourd'hui? Tu comprends? Où est-ce que je vais en venir par là? On C'est fait que allusion à la philosophie parce que forcément, nos parents, ils avaient une philosophie plus à penser au futur des enfants. Les enfants, comment ils vont faire mais ils, ont- ils ne... le but, c'est de penser à l'avenir, mais c'est aussi de bien vivre maintenant, quoi. puis Donc, ils il étaient y avait ce truc qui manquait là. Comment est-ce qu'on vit maintenant tout en préparant l'avenir, quoi? 100%. Puis c'est pour ça que, en préparant l'avenir, c'était OK, comment je peux m'assurer de offrir les meilleures études à mes enfants? Comment aussi, ben, il y avait aussi l'aspect de sécurité parce qu'on s'entend, il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés au Canada, ils sont arrivés avec rien. Donc, leur première besoin principal, c'était OK, il faut que je mette la nourriture, il faut que je mette du pain sur la table. Donc, il faut que j'aille une job. C'est pour ça aussi que la philosophie de nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont inculqué, c'était beaucoup de va à l'école et des bonnes études, pogne-toi un bon travail, achète une maison, bâtis-toi une famille, puis ça s'arrête là. Puis c'est ça qu'ils ont fait en même temps. Par contre, nous, on réalise que, OK, mais la propriété qu'ils ont achetée, là, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'a plus d'hypothèque, mais ils auraient pu, juste avec cette propriété-là, bâtir un parc immobilier qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, quand on regarde ça, ben on est comme, OK, mais Fudge, mes parents, ils n'ont pas fait ça avec les connaissances, avec les outils, avec l'information qu'on a aujourd'hui, mais je suis capable de discipler justement le succès que mes parents ils ont eu. Je suis capable de prendre, avec leur aide ou même sans leur aide, en achetant une propriété, ben, je suis capable de me bâtir un parc immobilier parce que justement, je trouve que, tout ça pour dire que je trouve que l'immobilier au Canada, c'est comme devenu la nouvelle ruée vers l'or dans les dernières années. Parce qu'il y a beaucoup justement, de coachs, de formateurs, d'histoires à succès. Les réseaux sociaux aussi, ils n'aident pas. Parce que les réseaux sociaux, on voit juste, les gens montrent juste le succès qu'ils ont ou la bonne journée, etc., les choses qu'ils ont pu accumuler. Fait nous, on voit ça, puis on est comme, mais je veux ça, ou comment je peux faire pour me rendre là? Puis tous ceux qui ont eu du succès grâce à l'immobilier, ben, beaucoup de gens veulent dupliquer ça. Donc, c'est pour ça que ça l'accentue. Je trouve que ça a accentué la demande vers l'immobilier. Yes, merci beaucoup, Chris. Je voudrais qu'on se focus un peu sur ton métier, on fasse un petit focus sur ton métier de Avec courtier plaisir. immobilier. Maintenant, tu vas me préciser, est-ce que c'est courtier immobilier, multirésidentiel, commercial, ou alors c'est les deux? En Ben, quoi est-ce que tu es spécialisé? techniquement, c'est les deux. Quand tu es courtier immobilier, tu as le titre de courtier immobilier. C'est sûr que oui, dans les dernières années maintenant, pour faire du multilogement commercial, il faut aller chercher, il faut faire d'autres études. Moi, mon titre, c'est courtier immobilier, résidentiel et commercial. Moi, j'ai les deux permis parce qu'à l'époque que j'ai fait, j'avais les deux. Et je me spécialise dans la niche du multilogement de l'investissement immobilier. Mhm. Yes.
Donc, quels sont les défis et les opportunités spécifiques aujourd'hui du multirésidentiel? Les C'est devenu défis, super populaire. C'était pas forcément où est-ce que les gens qui startent, généralement, ils vont aller sur de très petites acquisitions pour un petit peu prendre la main. Et là, quand tu regardes un peu sur Internet, ce qu'on pousse, ça va être aller tous vers le multi. C'est ça la vraie rue vers l'or, quoi, pour les investisseurs, quoi. parce que c'est sûr que du côté, ben, la réalité, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que c'est effectivement pourquoi les gens vont beaucoup pousser le multilogement parce que c'est beaucoup plus facile et rapide de se créer de la valeur rapidement, de, de justement d'être en mesure d'acheter une propriété, de faire une belle optimisation. On force l'appréciation dans le sens où on a acheté une propriété, on a amélioré les logements, on a augmenté les revenus. Boum, instantanément, à la minute qu'on a fait ça, la propriété, elle a pris de la valeur. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler beaucoup de multilogement parce que plus de portes que tu as, plus d'appartements que tu as et que tu fais la même chose, ben c'est plus grand et rapide que la valeur va augmenter. Donc, tu es capable de faire beaucoup plus d'argent à travers une propriété. Et après ça, on va faire ce qu'on appelle un refinancement. On va être en mesure d'aller chercher, emprunter sur la nouvelle valeur. Dans le fond, on va se créer, on va aller chercher une dette sur la propriété pour sortir cet argent-là pour pouvoir faire d'autres investissements. Et c'est comme ça que les gens sont en mesure de se grossir un parc immobilier. Je peux te faire Mais, une petite pause oui. sur le refinancement, comme tu disais, ma mère qui écoute là, est-ce qu'on peut un peu expliquer clairement ce que c'est le refinancement? C'est quoi? Ma propriété va prendre une certaine valeur, il faut que j'ai payé quoi, 20% et ensuite je peux avoir quoi, 80% de. Merci de me permettre d'apporter cette précision-là. Dans le fond, quand on parle de refinancement, c'est parce que, dans le fond, on achète une propriété, je dis n'importe quoi, là, j'achète une propriété à 180 000 OK? La propriété, elle a besoin d'amour, elle est dans un état où est-ce qu'elle a été. J'adore. Elle a besoin d'amour. Oui, elle est dans un état où est-ce qu'elle a été laissée aller. Et on va dire que c'est deux appartements, la propriété. Mhm, Parfait. Fait que là, je l'achète à 180 000 mais en l'achetant à 180 000 je mets pour 20 000 de travaux d'amélioration dans la propriété. Donc, ça veut dire que je l'ai acheté à 180, j'ai mis 20 000 donc au total, j'ai injecté dans la propriété où ça m'a coûté la valeur, incluant qu'est-ce que j'ai mis, on est à 200 000 mhm, Par contre, à cause que j'ai donné, j'ai apporté l'amour que la propriété nécessitait et qu'en même temps, j'ai pu augmenter les revenus de la propriété. Par exemple, que les deux appartements étaient loués 500 par l'ancien propriétaire. Moi, maintenant, c'est loué, par exemple, à 1500 chacun des appartements. Donc, les revenus, ils ont triplé. Fait ça fait en sorte que, avec l'argent que j'ai injecté et le fait que j'ai augmenté les loyers, ça fait en sorte que maintenant, c'est un exemple, mhm. la nouvelle valeur de la propriété, puis c'est pour ça que depuis tantôt, je dis souvent le mot forcer l'appréciation ou on fait de l'optimisation, parce qu'on a optimisé la propriété et que maintenant, la nouvelle valeur de la propriété est rendue à 300 000 qui veut dire que j'ai encore une dette, par exemple, même si j'avais emprunté le 20 000 des travaux, on va Mhm. dire que j'ai une dette de 200 000 sur la propriété, incluant l'hypothèque. Mais là, la nouvelle valeur est à 300 000 Ça veut dire que j'ai un 100 000 d'équité qui est disponible sur la propriété parce que ma balance hypothécaire est uniquement de 200. Et Mhm. qu'est-ce que ça vaut sur le marché si je vendrais la propriété aujourd'hui? Je pourrais la vendre à 300 000 Donc, qu'est-ce qui est cool au Canada? C'est qu'on peut aller emprunter sur ce 100 000 $-là. Dans le sens, je pourrais aller voir mon institution financière qui m'a financé l'hypothèque pour leur demander, regardez, voici mes baux, voici les travaux que j'ai faits sur la propriété. J'ai une nouvelle valeur que j'ai faite avec un évaluateur agréé qui confirme et valide que la nouvelle valeur de ma propriété, c'est de 300 000 Fait que là, la banque, on leur calcule, puis ils vont m'accorder, OK, ben, on va vu que tu avais un prêt à 200 000, la valeur est à 300, on va te prêter le 100 000, fait qu'on va te refinancer à 300 000. Fait que vu que j'avais un financement à 200, la valeur à 300, on va me refinancer à 300 000.
Fait que le 100 000 que j'avais d'équité, c'est là qu'on va me le prêter et que là, je peux aller faire d'autres investissements avec ça. Fait que c'est pour ça que beaucoup de monde va beaucoup pousser vers le multilogement parce que c'est très, quand je dis facile, c'est pas dans les faits, Il sur faut le avoir terrain. l'expertise, il faut savoir, il faut avoir la compétence Exactement. pour… Exactement. C'est pas aussi facile que ça. Par contre, c'est facile de créer de la valeur et d'être en mesure d'être en mode acquisition pour faire d'autres acquisitions pour se grossir un parc immobilier. Ok. C'est quelque chose qui est plafonné, parce que ce que tu expliques là, ça veut dire que si je le refinance, ces 100 000 là, est-ce que, je sais pas, je peux être amené au bout de 2, 3 ans, 4 ans de rapporter encore de nouveau de l'amour au bâtiment et puis d'avoir une nouvelle valorisation? Ben, c'est là que, qu'est-ce qu'on disait tantôt, c'est là que quand je disais que les valeurs grossissent beaucoup plus rapidement, avant, ça prenait peut-être entre 7 ans à 10 ans pour être en mesure de justement aller chercher un 100 000. Maintenant, à l'intérieur de quelques années, même pas 5 ans, si tu as été capable de mettre la main sur quelque chose qui était en bas de sa valeur, que tu as pu créer cette valeur-là, ben, tu es rapidement dans un court laps de temps à l'intérieur de 1 an, 2 ans, une fois que tu as fini les travaux, boum, tu peux aller déjà chercher cet argent-là. Mais oui, effectivement, si le marché continue de bien se porter et que les propriétés similaires dans le secteur continuent d'augmenter, ben oui, tu peux répéter le même processus encore et encore à l'infini. Juste pour te raconter une histoire, par rapport à ça, c'est que tu vois, j'ai un investisseur à moi, juste avec sa maison, parce qu'il y avait de l'équité disponible sur sa propriété. Il a utilisé sa maison pour prendre l'équité. Il utilisait l'équité de sa maison pour faire l'acquisition de d'autres propriétés. Mais juste avec sa maison, à chaque fois qu'il achetait une propriété, il achetait cette nouvelle propriété-là, il y avait une nouvelle dette, il baissait, il s'assurait de justement faire, faire des paiements accélérés pour baisser la Et balance c'est hypothécaire de la nouvelle propriété. Fait que comme ça, il pouvait se libérer de l'hypothèque et pouvoir répéter le même processus. Fait qu'il a acheté une première propriété grâce à sa maison. Il a enlevé il a pu. c'est pas la manœuvre Smith, ça? Ça ressemble un peu. Non, ça, on appelle ça, c'est la garantie collatérale. Fait que je voulais Ok. pas mélanger les gens, mais Ok. je veux garder ça simple. Mais tout ça pour dire que avec sa maison, il a acheté une propriété, il a créé de la valeur, il a pu se débloquer puis répéter le même processus. Mais pour aller avec ton point, est-ce que est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une stratégie qui est saturée? Mais lui, juste avec sa maison lui a rapporté jusqu'à 800 000 $ d'investissement parce qu'il répétait le même processus Incroyable ça. sans cesse. C'est tellement smart. Fait que tout ça étant dit, ça va avec ce qu'on disait il y a quelques minutes, que c'est toutes ces choses-là mises ensemble fait en sorte que c'est pour ça que beaucoup de monde sont intéressés par l'immobilier à cause de cette pas facilité, mais de ces Cette possibilités-là opportunité. d'enrichissement. Cette opportunité-là, exactement, c'est un très beau mot, cette opportunité-là d'enrichissement. Parce qu'on s'entend aussi qu'on on va dire les vraies choses. Entre se lancer en business, partir une business de A à Z, que tu n'as aucune idée si ça va fonctionner, où est-ce que tu vas trouver tes clients, combien d'argent tu dois injecter, le overhead, tous les coûts que tu dois supporter mensuellement versus d'acheter une propriété, c'est la même chose qu'une business, sauf que tu achètes une propriété, tu as des locataires, les locataires sont tes clients, c'est beaucoup plus accessible. Puis en même temps, c'est beaucoup plus une valeur sûre parce que les banques vont beaucoup plus facilement te laisser emprunter sur la propriété parce qu'ils ont une garantie. Si jamais tu ne payes pas ton bien, ils sont en mesure de venir le saisir et de le revendre, de récupérer leur argent et même de faire un profit. Fait que c'est un win-win business pour les banques versus une entreprise qui ne fonctionne pas. Les banques ne vont pas ressaisir ta business pour la revendre. Parce qu'une fois Yes. qu'elle n'a plus d'employés, plus d'actifs, plus rien, ben, dans le fond, ils peuvent juste revendre le matériel, puis les équipements, mais il y a plus de, une fois que les portes sont fermées, il n'y a plus d'argent qui rentre. Ouais. Ils ne sont pas sûrs même de récupérer le capital de En départ. plus, Ouais. exact. Nice. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Lorsque je demandais si l'opération peut se répéter à vitam aeternam, tu as dit si le marché continue comme il l'est actuellement, donc c'est une bonne transition. Pour toi, là, c'est pas un conseil d'investissement, c'est vraiment pour avoir ton avis à toi. C'est quoi tes prévisions pour ce segment-là, disons pour les 5 ou 10 prochaines années? La réalité, c'est que
l'immobilier va toujours continuer. Tant que tant que le soleil va tourner autour de la Terre, puis l'immobilier va continuer. Parce que le pire qui peut arriver, là, c'est ça qui est fou, parce que beaucoup de monde, ben, plutôt, c'est là qu'on voit la différence entre les enfants et les vrais investisseurs. Parce que quand le marché va pas bien, quand le marché est beaucoup plus difficile, quand les valeurs sont stabilisées puis il n'y a pas d'augmentation parce qu'ils mettent un frein, parce qu'on l'a vécu en 2000, partir de la mi-2022, toute l'année de 2023, l'inflation a explosé, les taux d'intérêt, ils n'ont pas arrêté de grimper. Et là, c'est là qu'on a vu que tous ceux qui se disaient investisseurs immobiliers ou qui voulaient rentrer dans la game, tout le monde a eu peur, puis personne passait à l'action. Versus que les vrais investisseurs, ils achetaient quand même. Ils étaient en mode acquisition. Fait que tout ça pour dire, c'est que par rapport à ta question, est-ce que le marché va bien se porter pour les prochaines décennies? Moi, je te dirais que oui. Parce que le pire qui peut arriver, c'est que le marché crash, que le marché se stabilise, qu'il y a tellement de craintes et d'incertitudes et de doutes que les gens n'achètent plus. Mais la réalité, c'est que ce sont les c'est pas les vrais investisseurs qui vont acheter parce que même si le marché se stabilise, puis tout ça, ceux qui ont vraiment des liquidités, ceux qui ont un bon plan de match, ceux qui sont des vrais investisseurs vont continuer d'acheter. Donc, fait que dans le fond, oui, le marché va crasher, mais pourtant, c'est là qu'il va avoir encore plus d'opportunités. Fait que, et même si que pour le commun des mortels qui voulait embarquer un jeune, une famille, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, même si le marché se stabilise, au pire, ben, c'est juste peut-être pas le bon temps, le bon moment, la bonne période pour cette personne-là d'acheter. Mais la réalité, c'est que à travers le temps, le marché va continuer d'augmenter. Fait que si la personne n'achète, si quelqu'un n'achète pas aujourd'hui, ben les prix vont juste, pour la même propriété, elle va tout simplement te coûter plus cher plus tard. Puis même si le marché crash, même si le marché se stabilise, même s'il y a une correction comme à la bourse, ben qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Après la correction, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Le marché va repartir. Les prix vont continuer d'augmenter. Fait que d'une manière ou d'une autre, sur le long terme, ça sera toujours payant et intéressant d'embarquer dans le véhicule de l'immobilier. Il y a une petite sonnerie quand même là, qui dit que ben, les gros poissons, ils sont en embuscade, ils n'attendent que ça, ils veulent que ça se crache. En plus, exactement. Puis même, puis aussi, une autre chose que j'ai réalisée justement après 15 ans d'expérience dans le domaine, puis avoir vécu différents marchés, c'est que la réalité, c'est que pour acheter une propriété, je l'ai dit tantôt, c'est très facile de devenir propriétaire. Tu as une bonne cote de crédit. OK, ça, c'est qu'est-ce qu'on évalue si tu es un bon payeur avec le crédit qu'on t'accorde. Si tu as la mise de fonds minimum au Canada pour être propriétaire occupant d'une propriété, que ce soit un duplex, ou justement une maison, un condo, un appartement, c'est uniquement 5% de mise de fonds du prix total qu'il te faut. Donc, tu sais, les prix moyens, si tu veux t'acheter une propriété, une maison ici au Canada, ben, pas au Canada, au Québec, parce que c'est pas Ouais, les faut préciser. partout. Si on Mais va, si on va chez exact. les anglophones, là, ça va À dans tous les sens. Toronto, Vancouver, c'est une autre game. Mais au Québec, s'acheter une maison, par exemple, ça va te coûter dans les alentours entre 400 et 500 000 $. La mise de fonds minimum, c'est uniquement 5%, qui veut dire que c'est pour 400 000, c'est 20 000, pour 500 000, c'est 25 000 $. Donc, c'est pas des montants astronomiques, c'est facile, là. Si on est créatif, on est capable, puis on économise un peu, on est capable de se trouver cet argent-là. Puis par la suite, la troisième chose qu'il faut, le troisième pilier, c'est les revenus nécessaires pour pouvoir se qualifier au prix d'une valeur de 400 à 500 000. Puis comment qu'on le calcule au Canada, c'est qu'on va calculer 4 fois tes revenus bruts, qui veut dire que si quelqu'un qui gagne 100 000, techniquement, tu pourrais être qualifié pour une acquisition dans les alentours de 400 000 et plus. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que ceci étant dit, fait une fois qu'on a ces trois piliers-là, boum, tu peux devenir propriétaire. Tu comprends? Mhm. Fait que accumuler la mise de fonds, c'est la partie la plus difficile parce que, à part quand tu as un don, tu as un héritage, où tu as toujours économisé de l'argent puis tu as cet argent-là, mais la réalité, c'est que accumuler une bonne mise de fonds, parce que 5%, c'est le minimum, mais accumuler une bonne mise de fonds et aussi
avoir les revenus de 100 000, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas quand tu es jeune. Tu ne gagnes pas 100 000. Il n'y a pas de jeune en bas de 25 ans qui va gagner 100 000. Il y a des exceptions, oui, mais la majorité, non. Pour avoir 100 000, il faut que tu aies 100 000 et plus. Il faut que tu aies une carrière. Pour avoir la carrière, ça te prend des études. Fait qu'on s'entend, c'est quand même pour quelqu'un qui veut devenir propriétaire, il y a un plan de match à mettre en place et la discipline de l'exécuter. Donc, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend quand même plusieurs années pour avoir ces trois piliers-là. Où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que si quelqu'un, ça lui a pris un certain temps pour avoir la mise de fonds, il a sa carrière avec sa conjointe, ils peuvent se positionner pour faire une acquisition et que le marché crash, la réalité, c'est qu'ils ont les trois piliers. Oui, le marché a crashé ou se stabilise, ou il y a une correction, mais par contre, ils ont quand même les trois piliers. Ils ont la mise de fonds, ils ont la cote de crédit, ils ne sont pas propriétaires, enfin qu'on s'entend, ils ont les revenus, ils ont tout pour pouvoir acheter. Mais si dans une période de correction, ces gens-là peuvent toujours acheter, mais qu'est-ce qui les empêche d'acheter? Oui, OK, le marché crash, les prix, il n'y a pas d'augmentation, blablabla, c'est la folie furieuse, l'incertitude, le doute. Mais si tu enlèves toutes ces choses-là de ta tête, tu es en mesure d'acheter, puis tu es en mesure de mettre la main sur un bien que financièrement, et je précise, financièrement, tu as la capacité financière de supporter, là, comme tu es à l'aise financièrement avec ces mensualités-là, parce qu'on s'entend aussi, j'ouvre une petite parenthèse, mais lorsqu'on achète une propriété au Québec, il faut comprendre que quand on achète une propriété, ce sont des mensualités qu'on achète. Parce qu'une fois qu'on a contracté la dette, on est pris avec ces mensualités-là. Donc, il est primordial, puis c'est ça que je dis avec tous mes clients, puis je ne vais jamais laisser aucun client s'acheter une propriété s'il n'a pas une porte de sortie ou s'il n'est pas à l'aise financièrement à supporter ces mensualités-là. Parce que les mensualités, une fois que tu es propriétaire, tu es pris avec. Ceci étant dit, si cette famille-là, en période de correction, sont en mesure de faire l'acquisition d'un bien, puis qui sont à l'aise financièrement à supporter ce bien-là, mais qu'est-ce qui les empêche d'acheter? À part les oui-dire de nos parents, oh non, c'est pas le bon moment, oh non, c'est pas la bonne période, blablabla. Tout ça, c'est, excuse-moi là, mais c'est de la foutaise. Parce que si ces personnes-là ce couple-là sont en mesure d'acheter, ces gens-là sont en mesure d'acheter en période de crise, mais s'ils achètent aujourd'hui, quand le marché va augmenter, ils vont bénéficier de toute cette plus-value-là. Donc, au contraire, si pour les gens vu qu'on ne se réveille pas un matin et on dit j'achète une propriété, la réalité, c'est que peu importe le marché, si le marché est bon puis tu es en mesure d'acheter aujourd'hui, achète. Si le marché crash, se corrige, puis tu es quand même en mesure d'acheter, achète. Parce que dans le pire des cas, comme des actions, si tu as acheté puis le marché était haut, puis là, les prix crash, comme qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008, ben, comme à la bourse, ça veut uniquement dire que ce n'est pas le temps de vendre. Parce que oui, si tu essaies de revendre ton bien, ça se peut que tu le revendes à perte. Ça se peut que tu ne sois pas en mesure de le vendre et de faire un profit ou de le revendre au prix que tu l'as acheté. Donc, si ce n'est pas une option pour toi, ben, uniquement garde ta propriété. Parce que quand la vague va avoir passé puis que les valeurs vont avoir augmenté, là, tu le mets sur le marché comme à la bourse. Quand là, c'est à la hausse, là, tu remets à vendre, tu vas avoir facilement ton prix et idéalement même, tu vas facilement faire un profit. Complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes services spécifiques, ce que tu proposes à tes clients? Déjà, tu les accompagnes sur quoi, comment? Et ensuite, pour ceux qui veulent faire affaire avec toi, c'est quoi la procédure? Oui, avec plaisir. Deux choses. La réalité, c'est qu'un courtier immobilier, à la base, nos services sont gratuits. Parce qu'il n'y a aucun frais pour un acheteur d'acheter une propriété. Tout ça a déjà été déterminé avec le vendeur. Nos commissions, tout ça, c'est dans le prix de vente. Mais où est-ce que je veux aller avec les deux choses? C'est qu'un courtier immobilier, à la base, mon service en tant que courtier immobilier, c'est d'aider et de guider, de conseiller un acheteur à bien vendre, à trouver une bonne propriété qui va répondre à ses besoins. Ça, c'est le service de courtier à la base, le standard. Moi, qu'est-ce ma plus-value et, comment je pourrais dire, la manière que j'ai peaufiné et raffiné mon service, qu'est-ce que j'amène de plus sur la table avec tous les acheteurs qui achètent avec moi, c'est que moi, j'ai beaucoup plus une approche d'investisseur immobilier. Même si ton but, ce n'est pas d'investir et d'être un investisseur, mais avec tous mes clients, l'acquisition qu'ils vont faire,
on va établir un plan de match pour que, comme je l'ai dit tantôt, qu'on s'assure que la propriété à la base réponde à leurs besoins, mais que surtout, ils sont à l'aise financièrement avec cette propriété-là. Ça, c'est de deux. De trois, si on est en mesure aussi, s'ils sont assez ouverts d'esprit et d'aller vers un bien qui a besoin d'amour, comme je disais tantôt, mais qu'il y a une possibilité qu'on soit en mesure de créer de la valeur. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ces clients-là? C'est qu'on va établir un plan de match qui va faire en sorte que cette propriété-là va être un tremplin pour leur permettre de créer de la valeur et de faire d'autres acquisitions pour que dans un laps de temps raisonnable, ils soient en mesure de se bâtir un parc immobilier pour se garantir une belle retraite, se bâtir un patrimoine, pour pouvoir aussi protéger leur famille en cas de pépin. S'il y a un pépin financier ou quoi que ce soit, puis qu'on a plusieurs propriétés, comme je l'ai expliqué avec le refinancement, je peux aller chercher un 100 000 sur une propriété puis pouvoir aider ma famille financièrement. Et en même temps, ben, pouvoir s'enrichir pour justement pouvoir atteindre la sécurité financière. Donc, mon service, c'est vraiment d'aider les gens à s'enrichir à travers le véhicule de l'investissement immobilier. Parce que beaucoup de courtiers, à la base, comme je le disais, c'est pour ça que je disais qu'il y a deux choses, il y a deux volets, c'est que à la base, un courtier immobilier va juste aider les gens à acheter, vendre une propriété, ils recherchent une propriété, ils ont un besoin, parfait, on a réalisé l'objectif, ça s'arrête là. Transactionnel. Moi, j'aimais ça plus loin où est-ce que justement, j'aide les gens à s'enrichir avec l'immobilier. Ouais, c'est intéressant. Là, tu anticipes en fait la suite, c'est-à-dire on va faire ce que tu veux, ce qui te correspond, mais on va penser également à la porte de sortie ou des perspectives, même si c'est pas ce pourquoi tu es venu à la base. Et comme ça, 100%. indirectement, on a introduit une notion d'investissement que tu n'avais pas prévu, mais qui est cohérent même pour une famille lambda qui veut pas forcément être un entrepreneur. Exact. Parce que tu sais pourquoi, avec le temps et la maturité, j'ai réalisé aussi que beaucoup de personnalités qui se sont enrichies avec l'immobilier, des coachs, des formateurs, des gourous de l'immobilier, des top investisseurs. Mais tu sais, une des choses qu'ils ont tous en commun, c'est que souvent leur première propriété, c'était pas leur propriété coup de cœur, c'était pas leur propriété de rêve. C'est une propriété où est-ce qu'ils ont pu l'acheter avec les faibles et maigres moyens qu'ils avaient à l'époque. Et souvent, plus souvent qu'on le pense, leur toute première propriété, c'était même pas dans le but de faire de l'investissement immobilier. C'était tout simplement pour répondre à un besoin. Puis c'est juste que le temps passé, la valeur s'est créée, puis ils ont fait comme, oh my gosh, wow, je peux faire de l'argent avec ça. Là, de fil en aiguille, ils sont rendus où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans le fond, si on reverse engineer, puis si on applique ça à n'importe qui s'achète une propriété, tu peux avoir tu peux facilement atteindre le même résultat, mais sur le long terme. Parce que l'immobilier, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Yes. Donc, avec ce que tu expliques là, pour quelqu'un qui devrait choisir son courtier, on va dire que tu prêches pour ta paroisse, mais quelles sont, toi, les qualités essentielles euh, que le consommateur, ou du moins celui qui a besoin d'un courtier, devrait au préalable avoir sur sa liste, quoi? Quels sont les checkpoints? Moi, j'ai besoin d'un courtier pour ne pas me faire bananer. Et ça, c'est pas pour dire que tous les courtiers sont forcément des personnes. Donc, mais on inverse les rôles avec le recul que tu as. Quels sont les éléments qui te permettent, toi, d'identifier le bon partenaire? Parce que c'est du partnership. Moi, je vois ça comme c'est du partenariat. C'est pas. 100%. Ouais. 100%. Parce que c'est un partnership, parce que la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus. Le titre qu'on a malgré nous, c'est le titre de courtier. Avant, c'était agent immobilier. Maintenant, c'est le titre de courtier immobilier. Mais la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus que ça parce qu'on est des facilitateurs. On est la pierre angulaire parce que souvent, chaque quart de métier dans le sens, dans une transaction, le courtier hypothécaire, le notaire, l'inspecteur en bâtiment, le courtier d'assurance, même la personne qui va faire les travaux, ils sont là, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis après ça, ils disparaissent. Versus le courtier immobilier, on est là à
toutes les étapes. Fait que dans le fond, on est plus comme un coach, un conseiller, un guide pour le client à travers toutes les étapes du processus. Et c'est pour ça, comme je disais tantôt, même, qu'est-ce que j'apporte de plus, c'est que moi, j'aide les gens, même une fois que la transaction est terminée, ben, je continue à t'aider parce qu'on a un plan de match qui va beaucoup plus loin. Mais pour répondre à ta question, les prérequis, les traits caractéristiques que n'importe quel courtier devrait avoir, ou plutôt qu'un client devrait rechercher s'il y a un courtier immobilier, je dirais, à la base, c'est sûr qu'il doit avoir les compétences et les connaissances. Ça, c'est de base. OK? Peu importe que tu sortes de l'école en tant que courtier immobilier ou peu importe tes années d'expérience, la base, c'est il faut que tu aies les connaissances et les habiletés pour pouvoir au moins aider le client par rapport au type d'acquisition qu'il veut faire. OK? Ça, c'est de un. Mais de deux, là, puis je l'aurais mis de un, mais c'est parce que si tu n'as pas les connaissances, ça va ça va un petit peu mal. Mais la réalité, si on enlève ces choses-là, les connaissances qui sont de base, mais moi, je dirais une chose primordiale, c'est d'avoir une bonne énergie. Pourquoi? Parce que on s'entend que entre humains, si j'ai une mauvaise énergie, si je vois le verre, si je vois toujours les problèmes, si je vois le verre toujours à moitié vide, puis c'est toujours la fin du monde, ce ne sera pas plaisant pour le client. Puis déjà qu'une transaction immobilière à la base, c'est des montagnes russes d'émotions. Et moi, en tant que le capitaine du bateau ou le pilote de l'avion, où est-ce que j'ai mon client qui est avec moi, où est-ce que je dois m'assurer que, justement, comme je disais, je vais l'aider à tout. Je suis là et je l'assiste à toutes les étapes du processus. Mais la plus belle chose que je peux faire pour mon client, c'est que la ride, c'est que le voyagement se fasse sans trop de turbulences, parce qu'il va en avoir, c'est garanti. Mais si je peux en éliminer le plus possible pour m'assurer que son voyage se fait quand même le plus possiblement, paisiblement, ben boum, puis ça se fait en ayant une bonne énergie, puis en voyant le verre à moitié vide. Une troisième chose, je dirais, c'est à trouver un courtier qui est constamment en mode solution. Parce que chaque transaction est unique, chaque client besoin est différent. Puis encore une fois, comme je le disais, quand je parle de montagne russe d'émotions, c'est que dans le fond, on va frapper des murs, on va faire face à des challenges, on va se faire dire non, on va peut-être même se faire frapper la porte au nez ou quoi que ce soit. Mais comment je peux constamment apporter une solution ou être créatif par rapport au bien qu'on convoite, à la transaction qui est en jeu, à l'atteinte de l'objectif de mon client. Fait que c'est pour ça que je mettrai en troisième être en mode solution. Et je te dirais comme dernier point qu'un trait caractéristique ça va avec justement la bonne énergie, mais c'est d'être positif. Parce qu'encore une fois, j'ai des clients que pour vrai, on fait une visite, on trouve le bien, tout est parfait. Il y a des challenges en cours de route, mais ça se finalise. Puis j'en ai d'autres que ça a pris des fois même plus qu'un an. J'ai magasiné avec des clients pour qu'au final, ils me disent, après un an, ils me disent, hey, Christopher, on a trouvé quelque chose directement à vendre par le propriétaire. On voulait te le dire, on a apprécié ton service. Fait que pour toute cette période-là que j'ai passée avec eux autres, je n'ai pas été payé. Et je m'en veux pas. Au contraire, je leur souhaite que du bonheur. Mais si tu n'es pas positif, ça va être difficile, puis ça va transparaître chez tes clients, dans tes transactions, puis tout ça. Puis je trouve que pour tout le monde aussi, pour tous les côtés de la transaction, autant pour un vendeur, autant pour un acheteur, autant pour les deux courtiers, parce que le vendeur va avoir son propre courtier, le courtier vendeur, l'acheteur va avoir son courtier acheteur. Mais lorsque tu as une belle énergie, que tu es positif, tu vois, puis tu es en mode solution, sincèrement, là, il n'y a aucune transaction qui va t'arrêter parce que tu vas toujours trouver un moyen d'arriver à tes fins pour ton client. Yes. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils n'investissent pas eux-mêmes? Est-ce que tu penses que c'est possible d'être un bon Oui, courtier? ben oui. Comment je pourrais dire? Ben oui, ça n'a aucun rapport dans le sens que, puis ça, c'est parce que c'est un de mes coachs qui me l'avait dit, parce qu'en tant que courtier immobilier, aussi, si je pourrais donner un conseil aux courtiers immobiliers qui nous écoutent, c'est de se faire coacher, d'avoir un coach. Sincèrement, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Je ne penserais pas de la manière que je pense aujourd'hui si je n'avais pas eu différents coachs à différents moments dans ma carrière de courtier. Mais qu'est-ce qu'un de mes coachs m'avait dit, c'est que la réalité, c'est que si tu prends l'équipe des Chicago Bulls à l'époque de Jordan, puis le coach qui était le coach de l'équipe des Chicago Bulls, mais qui était le coach aussi de
Scottie Pippen puis Michael Jordan, on s'entend que le coach, c'est pas lui qui est sur le terrain. On s'entend que le coach, oui, il a peut-être joué au basket, il a peut-être une petite carrière, mais on s'entend que c'est pas lui qui est sur le terrain. Mais par contre, c'est C'est lui pas qui est en fameux du tout. On le connaît parce qu'il est coach, pas parce qu'il était un excellent joueur. Exactement, mais par contre, c'est lui qui a été capable de justement de synchroniser l'équipe, de mettre des plans de match en place, de structurer le tout pour faire en sorte qu'ils ont gagné des championnats après championnat et championnat. Fait que tout ça pour dire que c'est pas nécessaire que le courtier soit propriétaire ou investisseur. S'il est vraiment bon dans ce qu'il fait, comme mes premières années, j'avais pas de propriété, puis je vivais mes propres challenges, mais en même temps, j'avais pas le choix de livrer la marchandise pour mes clients. Puis ça a fait en sorte, puis au contraire, moi, je trouve qu'avec le temps, oui, j'ai fait des acquisitions puis tout ça, mais chaque transaction, chaque client, chaque situation m'ont tellement apporté du knowledge. Puis en même temps, qu'est-ce qui est la beauté en tant que courtier, c'est que tu es côte à côte avec l'acheteur, l'investisseur. Fait que tu vois tout ce Tu qui vois se tout. passe. Tu vis ces batteries, tu vis les challenges. Fait que tu es capable d'anticiper pour toi-même ou pour tes futurs clients dans, dans quel type d'acquisition, d'investissement qu'ils vont s'embarquer. Puis en même temps, dernier point, c'est qu'ici au Canada, il y a une agence immobilière qui s'appelle euh, Patrice Mélard Multilogement, puis dans le fond, l'abréviation PMML. Ah ouais, j'écoute les podcasts là. Exact. J'écoutais un podcast de Jacques Lépine là-bas. Super. Oui. Puis Patrice Ménard, il a fondé l'agence immobilière qui sont les leaders au Québec dans le multilogement commercial et dans tout ce qui est transactions commerciales. Et tu vois, puis ça m'a abasourdi, mais j'ai été dîner avec lui, on s'est vu à plusieurs reprises, puis je l'ai même invité sur mon podcast. Puis j'étais abasourdi quand il m'a dit qu'il n'a aucun investissement immobilier. J'étais Non, comme, quoi? Comme ton c'est pas agence vrai ça. immobilière se spécialise dans le multilogement et les propriétés commerciales et il n'a aucun Je crois qu'ils investissement font aussi immobilier. des terrains, des achats de terrains et tout. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Ah oui, parce que lui, Incroyable ça. il croit juste pas là. Lui, c'est juste pas son dada. Par contre, lui, Incroyable ça. lui, il a investi en bourse, ça a pris beaucoup de valeur, puis c'est avec ça qu'il a pu financer plusieurs choses, puis qu'il est rendu où est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais l'immobilier, pour vrai, ça ne le dit pas, puis c'est correct aussi. Parce que la réalité aussi, là, on va aller un tout petit peu plus loin, mais la réalité, c'est que avec le temps, le temps, la maturité, l'expérience, j'ai réalisé aussi que beaucoup de choses dans la vie nous servent d'effet de levier. Et même l'immobilier en soi est un effet de levier. Tu sais, personne n'a le temps d'aller changer des bols de toilette ou d'aller dealer avec des locataires, de gérer des immeubles. Certaines personnes, oui, mais la majorité des gens, non. On veut, on veut qu'est-ce que ça peut nous rapporter, peu importe le temps que ça va prendre, mais c'est ça qu'on veut au final. On veut la richesse que ça va nous apporter, la liberté que ça va nous apporter, mais personne ne veut détenir des immeubles, se casser la tête avec des problèmes, une propriété qui penche, des locataires qui ont saccagé un appartement, puis comme, excuse-moi l'expression, mais aller vider des bols, tu sais, du monde qui ont mis des excréments de chiens partout dans le logement juste pour chez le propriétaire. Personne ne veut ça. Par contre, on veut la richesse. Mais où est-ce que je veux en venir avec l'aspect d'effet de levier, c'est que tu commences dans l'immobilier, tu achètes une première propriété, tu es capable de l'utiliser comme effet de levier. Puis quand je dis effet de levier, c'est que tu achètes une propriété en créant de la valeur, cette propriété-là va te permettre beaucoup plus rapidement d'en acheter une deuxième et ainsi de suite. C'est comme ça que les gens se baptisent des parcs immobiliers. Mais une fois que tu as atteint le summum et tu as atteint un certain nombre de portes, mais toutes ces propriétés-là, c'est pour ça que je parle de tout dans la vie est un effet de levier, c'est parce qu'à un certain moment donné, tous ces actifs-là peuvent te permettre d'aller faire d'autres investissements, d'autres acquisitions dans d'autres niches qui ne sont pas nécessairement de détenir des immeubles à revenus. Si je peux prendre un exemple, Luc Poirier aussi. Ici, on a une célébrité dans l'investissement immobilier, mais dans l'investissement, c'est un gros investisseur à tous les niveaux, un développeur même. Mais lui, il a acheté ses premiers immeubles à revenus. Il s'est grossi un parc immobilier. Il est devenu développeur. Il a acheté il a acheté des terrains, il a acheté des terrains de golf, puis il a construit des condos, des condominiums, etc., etc., etc. Puis il en détient encore. Mais
arrivé à un certain point, il a liquidé tout son parc immobilier pour passer à un autre niveau. Puis là, maintenant, il détient des terrains qu'il ne construit même pas. Il achète des terrains, il les développe. Quand je les développe, il va changer le zonage, il permet au terrain d'être construisible pour le futur développeur. Puis une fois que tout ça est fait, il revend le terrain. Il ne se casse même plus la tête à détenir de l'immobilier, à détenir des biens immobiliers, puis tout ça. Fait que tout ça pour dire que peu importe où est-ce qu'on est rendu, l'immobilier, c'est un véhicule et non la finalité. Donc, le véhicule va t'amener à où est-ce que tu as besoin d'arriver pour que par la suite, boum, tu peux passer à quelque chose d'autre, à une autre étape dans ta vie. C'est tellement pertinent ce que tu dis. J'avais pas vu ça sous cet angle et là, ça me fait connecter avec d'autres trucs parce que j'écoute beaucoup Jacques Lépine, je pense que tu dois connaître aussi. Oui, Et il a fait des centaines et des centaines de transactions dans sa vie. Mais là, son business model aujourd'hui, c'est que du prêt privé. Que du prêt privé. exactement. Exactement. Il est devenu, si tu veux, une banque 2.0, quoi. Et c'est là que je veux dire que tout dans la vie est un effet de levier. Ta carrière est un effet de levier pour pouvoir avoir un certain revenu, pour après ça faire certaines acquisitions, certains investissements. Ces investissements-là vont te servir d'effet de levier parce qu'avec ces investissements-là, ben, tu peux aller en faire des plus gros puis des plus intéressants. Ça pour dire que Jacques Lépine, il serait pas, comment je pourrais dire? Il n'aurait peut-être pas les mêmes opportunités de faire qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui si ce n'était pas de son parc immobilier qu'il a bâti Oui, pendant plusieurs années. complètement, Tu complètement. comprends? Ouais. Fait que c'est ça. Complètement, puisque c'est de la liquidité. C'est vrai qu'il co-investit avec d'autres personnes, mais c'est cette liquidité. C'est l'expertise aussi, puisque il va être spécialisé Exactement. sur un type de prêt dans une industrie qu'il maîtrise. C'est-à-dire, il ne va pas te donner de l'argent si lui-même, il ne pourrait pas acheter ce que toi, tu vas acheter, quoi. Donc, il va analyser. Son but, c'est pas de récupérer tes bâtiments. Son but, c'est que tu ailles faire ton acquisition, tu lui remets son cash avec sa plus-value. C'est tout, quoi. Et c'est 100% parce qu'il d'accord. il maîtrise justement ça, il a fait plusieurs transactions, qu'il est en capacité. Et j'adore aussi l'éthique, même s'il ne te finance pas, il t'explique pourquoi. En plus, Tu as un puis coaching grâce, gratuit, quoi. exact, puis grâce à l'expérience, l'expertise, le parc immobilier qu'il a bâti, ben, il a vu une niche qui nécessitait sûrement moins d'efforts que de gérer des immeubles, gérer des blocs appartements, gérer des locataires, puis tout ça. Ou est-ce que maintenant, il est dans une niche que tout ça lui sert? Complètement, complètement. Mais pour boucler là-dessus, Chris, comment ça se passe quand quelqu'un il veut bosser avec toi? C'est quoi le protocole? Moi, c'est simple. C'est vraiment simple parce que la réalité, c'est que je pense, pas je pense, ben oui, je pense, mais quand je rencontre un client, la première des choses, c'est que je vais faire un appel découverte que j'appelle. Ou Mhm. est-ce que justement, c'est un appel où est-ce que tu me parles de ton projet, tes besoins, ta situation, ou si tu as des questions, je vais pouvoir répondre à tout ça. On va regarder ça ensemble. Parce que où est-ce que je voulais en venir avec, je pense, mais c'est que la réalité, c'est que les deux aussi, en même temps, on va voir est-ce qu'on est un bon fit. C'est pour ça, tantôt, je Mhm. parlais de bonne énergie. Parce Mhm. que si le client a une mauvaise énergie puis il est ultra négatif et tout ça, ça se peut que c'est moi-même qui ne voudra pas travailler avec lui. De la même Mhm. façon, dans le cas inverse, si j'étais super négatif, bête comme mes pieds, etc., je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de clients qui voudraient faire affaire avec moi. Mhm. Mais ceci étant dit, c'est que je commence par l'appel découverte pour justement regarder quels sont les besoins du client, comment je peux l'aider. Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que son projet est viable maintenant ou est-ce qu'il a quelques devoirs à faire qu'il va devoir faire pour qu'on puisse acheter dans le futur? Fait que ça commence par ça. Une fois que la personne, justement, on a fait l'appel découverte, euh, on va aller chercher une préautorisation. Je vais le référer à mes top spécialistes hypothécaires qui vont le prendre en main justement pour s'assurer qu'au côté du financement, le projet va être réalisable et aussi qu'on puisse regarder quelques stratégies financières puis comment on va structurer le tout financièrement et après, par la suite sur le terrain dans l'acquisition. Puis une fois qu'on a la préautorisation, c'est là que on s'en va sur le terrain puis qu'on commence à faire des visites, des analyses. Puis si on trouve une propriété, c'est là qu'on dépose une offre d'achat et qu'on va de l'avant avec cette propriété-là. Yes, ça veut dire le premier touch point, c'est la prise de rendez-vous avec toi. J'imagine qu'il y a un lien qu'on pourra mettre en description. L'appel découverte. Exactement. Sincèrement, c'est un appel découverte qui est tout à fait gratuit, une consultation gratuite dans le fond, où est-ce que les gens peuvent me poser toutes leurs questions, on peut démystifier le tout. Puis aussi, c'est aussi une Ça, le consultation. Better Call with Chris? Non.
Oui, ben ça, c'est Ah, mon surnom. Mais la consultation aussi, c'est pas juste pour les gens qui veulent acheter, c'est même pour les gens que est-ce que je peux acheter? Ou l'immobilier, je suis curieux, ça m'intéresse. Puis comment, par rapport à leur situation, est-ce que c'est faisable? Tout ça, là. Tout ça pour dire que c'est pas juste pour les gens qui peuvent acheter maintenant, mais c'est aussi pour les gens qui sont curieux, qui veulent en savoir plus, qui ont des questions, des doutes, qui ont entendu des oui-dire, puis ça va me faire un plaisir de discuter d'immobilier, là. parfait, on va mettre le lien en description. Tu as parlé de pré-approbation, ça fait un lien direct avec la question ou le point que j'ai énoncé en début d'entrevue. C'est quoi justement? Est-ce que tu peux clarifier cette différence entre ton rôle et celui d'un courtier hypothécaire? Oui, 100%. Dans le fond, puis parce que les deux sont les Vous plus collaborez ensemble, forcément. importants. Oui, 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 parce que la réalité, c'est, comment je peux dire ça, c'est que nous, les courtiers, puis les professionnels dans une transaction, c'est comme si c'est un match de football, puis football américain ou un match de soccer, mais que le client, c'est le joueur étoile. Nous, on est les coachs, on est juste là pour mettre la stratégie en place et que le client, il l'exécute, puis boum, on est capable de scorer et de gagner la coupe. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le courtier immobilier et le courtier immobilier et hypothécaire sont deux choses distinctes, mais on travaille conjointement ensemble parce que le courtier immobilier, nous, on est là pour trouver la propriété, négocier la propriété, s'assurer que la propriété répond aux besoins du client et que tout se passe bien. C'est-à-dire que le courtier hypothécaire va plus s'occuper de l'aspect financier, jusqu'à combien que l'acheteur se qualifie. Est-ce que financièrement, il est capable de supporter cette propriété-là? Et justement, tout ce qui va venir avec le contrat hypothécaire que le client va contracter et qu'il va signer. Par rapport à la question, par rapport à la préautorisation, c'est quoi exactement, puis à quoi ça sert? C'est que la préautorisation va permettre à l'acheteur de définir exactement jusqu'à combien d'argent il est capable de se qualifier pour que par la suite, on puisse cibler des biens qui vont justement atteindre cette fourchette financière-là pour l'acheteur. C'est Par pas le exemple, financement, c'est une estimation, c'est une. pré-autorisation. C'est qu'on te pré-autorise, dans le fond, en d'autres mots plus simples, c'est la banque va te confirmer jusqu'à combien maximum que tu vas pouvoir acheter une propriété. Aussi simple que ça. Fait que c'est bon parce que ça va te dire exactement, lorsque un client va s'asseoir avec un courtier hypothécaire, il va devoir lui apporter plusieurs documents, attestation d'emploi, comment Talon on de appelle paie, lettre. avis de déclaration fiscale, talon de paye, etc., etc. Puis même, il va regarder sa cote de crédit. Mais qu'est-ce qui est cool avec cet exercice-là, c'est que ça va permettre à l'acheteur aussi de savoir est-ce qu'il peut acheter, jusqu'à combien, mais aussi est-ce qu'il y a des choses à corriger dans sa situation financière. Parce que souvent, il y a des tâches, plus souvent qu'on le pense, mais dans les agences de bureau de crédit, il y a des tâches que les gens ne sont même pas au courant, puis des fois, ça les bloque, ça les empêche d'acheter. Ils ont des bons dossiers, mais il y a peut-être une dette qu'ils n'ont jamais envoyé la quittance et que pour l'agence de crédit, eux autres, dans leur tête, ben, ils ont toujours la dette. La dette n'a pas été éclairée. Fait que là, mais le client n'est même pas au courant. Fait que des fois, il faut qu'il recontacte la compagnie pour dire hey, pouvez-vous envoyer la quittance que je l'envoie à la compagnie, qu'on clarifie le tout, qu'on mette ça au propre pour que la personne puisse acheter. Fait que c'est ça qui est cool, c'est ça qui est intéressant avec justement la partie de préautorisation, c'est que s'il y a des devoirs à faire, s'il y a des choses, des correctifs à apporter, on va le savoir dès maintenant parce que on peut se mettre à aller magasiner une propriété, mais si on trouve notre propriété coup de cœur, qu'on est en amour avec, qu'on ne veut pas la perdre, mais qu'après ça, boum, il y a quelque chose qui ressort dans le financement et qui nous bloque, mais ça se peut qu'on perde la propriété. Même Là, pour le vendeur, pour le vendeur, imagine qu'il doit entamer des négos et tout, et il se rend compte à la fin que bah, exactement. tu as bavardé pendant des jours et des jours pour quelqu'un qui n'est même pas financé. Exactement. Ok. Zo, merci beaucoup pour ce partage, pour cette clarification, Chris. On parle un peu de prêt privé. Je sais Ben oui. que tu retournes un peu autour de ça. J'ai aussi observé quelques entrevues que tu as eues sur certains acteurs de cet univers-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quel type d'investisseur utilise cette stratégie? Qu'est-ce que tu penses même déjà à titre perso de cette stratégie par rapport à l'industrie dans laquelle tu te trouves, les avantages, les risques? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes?
100%, 100% qu'on va discuter parce que sincèrement, c'est tellement drôle que tu me poses la question parce que même pendant le temps des fêtes, je me disais que je veux faire une vidéo pour décortiquer le prêt privé parce que c'est méconnu. Beaucoup de gens ont des fausses perceptions du prêt privé à tous les niveaux. Donc, on va commencer par le commencement. Le prêt privé, à quoi ça sert? C'est que c'est du financement qu'on peut aller chercher à différentes formes, que ce soit pour s'acheter une propriété, que ce soit pour avoir de la liquidité, que ce soit pour acheter un bien, peu importe c'est quoi. Mais ce sont du type de financement à de l'intérêt plus élevé qu'on peut aller chercher comparativement au lieu d'aller faire des emprunts à la banque. Ceux qui se posent la question, on parle de 14, 15, 16, même 18%. Ça peut être Oui, très agressif. ça dépend, c'est quoi. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu qui va déterminer justement le taux d'intérêt. Mais à la base, c'est ça du prêt privé, c'est que c'est du prêt qu'on peut aller chercher en dehors des banques et des institutions traditionnelles. Ce sont des personnes comme moi et toi qui sont en mesure de prêter à des gens, le commun des mortels, mais avec une garantie et avec un taux d'intérêt plus élevé. Donc, ça, c'est la partie du prêt privé. Mais de l'autre côté, à qui ça s'adresse si on parle dans l'immobilier, OK? Parce que beaucoup de personnes pensent que des prêteurs privés, c'est des charlatans, c'est des requins, ils sont là pour entourlouper les gens, etc. C'est vrai, c'est peu vrai, mais la réalité, ce n'est pas vrai. Quand je dis c'est peu vrai, c'est que dans tous les domaines confondus, à travers le monde, on s'entend qu'il y a des charlatans dans tout. Dans la police, dans la politique, il y a des charlatans partout. Par contre, la majorité des prêteurs privés, au contraire, sont des bonnes personnes, puis ils sont des personnes intègres. Puis quand ils prêtent de l'argent, ce n'est pas dans le but de entourlouper la personne. Au contraire, c'est pour apporter un service que les banques et les institutions traditionnelles n'offrent pas. Aussi simple que ça. Parce que beaucoup de monde qui vont emprunter des emprunteurs qu'on appelle, qui vont emprunter de prêteurs privés. La réalité, là, c'est que plus souvent que rarement, ce n'est pas des gens qui sont sans un sou. Ce n'est pas des gens qui sont à faible revenu. Drôlement, là, au contraire de qu'est-ce que les gens pensent, souvent, ce sont des gens très fortunés, des gens de carrière, des médecins, des docteurs, des gens quand même assez fortunés. La seule chose, c'est parce qu'ils ont une opportunité, ils ont quelque chose qu'ils veulent saisir et qu'avec le processus des banques, des institutions traditionnelles, ça va prendre trop de temps. Donc, eux autres, pour être en mesure de closer rapidement, quand je dis closer, ça veut dire de saisir une opportunité et de le finaliser pour pouvoir devenir le propriétaire le plus rapidement possible, ben, ils vont utiliser les services d'un prêteur privé qui vont leur prêter l'argent pour venir financer le bien et eux autres sont en mesure de faire cette acquisition-là. Fait que ça, c'est du côté des emprunteurs. Puis souvent, les emprunteurs vont être des développeurs immobiliers, des investisseurs immobiliers, évidemment, des acheteurs aussi, comme je disais, des fois, il y a souvent des médecins, des docteurs, des gens très, très, très fortunés, mais que leur argent est déjà placé à gauche puis à droite, mais quand ils voient une opportunité qu'ils veulent saisir maintenant, ils vont utiliser le prêteur privé pour pouvoir acheter le bien. Fait que souvent, ça va être, quand je dis des développeurs, ben, c'est pour faire du développement de terrain, acheter des terrains, développer, construire des bâtiments, peu importe, commercial, résidentiel, multirésidentiel. Quand je dis des investisseurs, parce qu'ils ont une opportunité que les banques ne veulent pas financer, mais que le prêteur privé va leur financer pour qu'ils puissent en faire l'acquisition et faire leur création de valeur. Comme je disais, les docteurs, médecins, peu importe, les gens fortunés, ben, ça va être pour acheter un bien spécifique. Ou aussi une autre catégorie, c'est pour des gens qui veulent faire des flips. Parce que les banques ne font pas des flips, les banques ne sont pas dans la business les banques ne font pas de Trop profit. risqué pour elles, quoi. Ben, trop risqué, Ou oui. pas rentable, vu que c'est plus intéressant pour elles que tu étales ton crédit sur plusieurs années que. Exactement. C'est juste pas de la bonne business pour eux autres. Que je te prête mon argent maintenant, puis que tu me repayes le mois prochain, ben, où est-ce que j'ai. Intéressant. Les autres, ils ont emprunté cet argent-là pour faire du profit sur ton dos, puis toi, tu les repayes tout de Surtout suite. qu'elle te fait payer une très petite partie du capital et une grosse partie de l'intérêt. Donc, plus ça Exact. s'étale sur plusieurs années, plus elle gagne de gros intérêts sur toi, quoi. Exact. C'est pour ça que les banques, c'est pour ça que les prêteurs privés, ben, les autres ont l'opportunité de faire ça. Les autres, ça ne leur dérange pas. Tu veux emprunter, parfait, mais Et c'est pour ça que c'est élevé aussi. Exactement. C'est plus élevé, il faut que ça soit un win-win pour eux autres, puis tout le monde doit manger. Fait que ça, c'est du côté des emprunteurs qui empruntent
pour, justement, comme je disais, on en terminait avec les flippers. Yes. Okay. Fait que ça, c'est ça. Mais fait que ça, c'est pour ceux qui aimeraient utiliser les prêteurs privés. Puis aussi, une autre niche, c'est que aussi dans le prêt privé, il va y avoir aussi des petits prêts. Parce que souvent, des gens vont avoir un blocage au point de vue peut-être que les gens peuvent se qualifier pour acheter. Puis il y a quelque chose qui ressort dans le financement, puis la banque dit hey, tu voulais mettre 5 de mise de fonds, il faut que tu rajoutes 10. Il faut que tu en mettes 5, il faut que tu rajoutes un 5 de plus. Ou il faut que tu mettes X montant de plus. Mais des fois, la personne n'a pas l'argent tout de suite. Elle va l'avoir, mais elle ne l'a pas tout de suite. Et c'est là que des fois, ils font un petit prêt en utilisant un prêteur privé qui va leur prêter pour pouvoir compléter. Un petit complément juste pour finaliser ça. Ils puissent exactement finaliser leur transaction. Fait que ça, c'est du côté des emprunteurs. Mais du côté des prêteurs privés, l'affaire qui est méconnue et pour la raison pour laquelle que je veux faire une vidéo là-dessus, c'est que pour des investisseurs qualifiés, quand je dis des investisseurs qualifiés, c'est que ce sont des investisseurs qui ont de l'expérience, qui gagnent de très hauts revenus, 250 000 et plus, qui ont un certain niveau de sophistication dans l'investissement en général, qui sont capables de prendre une décision éclairée sur un bon investissement, un mauvais investissement. Ça, on appelle ça des investisseurs qualifiés. Mais pour des investisseurs qualifiés, des gens qui sont à un certain niveau de vie, des gens qui ont de l'argent qui dort en dessous de leur matelas, des gens qui veulent faire fructifier leur argent plus rapidement que qu'est-ce que la bourse ou que justement comment je pourrais dire, les autres placements. Les autres placements, investissements traditionnels qui te garantissent. De façon sécurisée, puisque le but, même si ça rapporte gros, ben, tu as quand même envie de dormir dans la nuit, quoi. Exact. Mais pour toutes les gens qui rechercheraient une autre forme d'investissement, non, plutôt, toutes les gens qui rechercheraient une autre forme de rendement plus intéressant que qu'est-ce que traditionnellement qu'on voit, le prêt privé est une très bonne alternative pour ces gens-là. Pourquoi je dis ça? Puis c'est la raison pourquoi je veux faire la vidéo, c'est pour apporter plus d'éclaircissement pour tous ces gens-là. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, qui est peu connu pour les gens, c'est que quelqu'un qui a un business de prêt privé, OK? Ben, cette personne-là, la réalité, certains vont prêter dans leur argent, mais on s'entend que tout le monde personne n'a de l'argent à l'infini, là. Même Elon Musk, Jeff Bezos, qui sont les hommes les plus riches, mais on s'entend, ils n'ont pas tout cet argent-là dans leur compte. C'est des valeurs qu'ils ont. Valorisation. Fait que même à un certain moment donné, ils vont être en manque de liquidité. Ils valent ça, mais ils n'ont pas cette liquidité-là. Puis aussi, des fois, ton argent est déjà placé dans d'autres choses que des fois, tu n'as pas tout. Malheureusement, ben, tu ne peux pas. C'est même pas intéressant, puisque ce sous quoi c'est placé, ça rapporte tellement que c'est pas intéressant pour toi de casser ça pour le liquider et aller faire autre chose. Quoi. De un, mais des fois aussi, ça peut être intéressant, mais ton argent est bloqué, tu ne peux pas juste le. Tu sais, il y a de l'argent liquide et illiquide. Puis quand tu es liquide, des fois, tu peux pas, c'est pas du jour au lendemain que tu peux le rendre liquide. Il y a cette notion-là, justement, dans l'investissement qu'il faut comprendre. Mais l'opportunité, c'est maintenant. Ça veut dire qu'il y a des prêteurs privés qui vont avoir leur skin in the game, qui vont des fois prêter de leur argent, mais il y en a d'autres que non. Qu'est-ce qu'ils font? C'est plutôt, eux autres, ce sont le gestionnaire de la business du prêt privé. Puis, pour pouvoir prêter à l'infini à des emprunteurs, ben, ils vont avoir besoin d'argent. Puis cet argent-là, d'où est-ce qu'ils vont la prendre? Mais de personnes comme moi, qui ont de l'argent qui dort, qui ne veulent pas se casser la tête avec des immeubles à revenus, que ce n'est pas leur style, ils l'ont déjà fait dans le passé, puis ils ne veulent rien savoir, ou peu importe, des gens qui ont de la liquidité qui dort, qui ont accès à des sommes intéressantes où est-ce qu'ils pourraient, avec un prêteur privé, prêter leur argent avec le prêteur privé. Donc, ces gens-là qui ont de l'argent, si on prend moi puis toi, tu as un 100 000, j'ai un 100 000, puis on a un prêteur privé qui est Jacques Lépine, ben on pourrait prêter notre 200 000 à deux à Jacques Lépine, puis Jacques Lépine va le prêter à qu'est-ce que je disais? L'intermédiaire, le vendeur de pelle, quoi. Exactement. Puis lui, il va le prêter à qu'est-ce que je disais tantôt? Les développeurs immobiliers, des investisseurs, des gens, des flippers, etc. Fait que lui, il va aller prêter cet argent-là. OK? Une chose que je sais le point d'interrogation dans la tête des gens, c'est que, ouais, mais c'est quoi la garantie? Mais si je donne mon argent comme ça à quelqu'un, c'est quoi ma garantie ou c'est quoi mon retour sur investissement? C'est quoi est-ce que je peux perdre cet argent-là? Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que un prêteur privé, comme tu l'as mentionné tantôt,
il va faire sa vérification diligente avec l'emprunteur. La majorité des prêteurs privés, surtout dans l'immobilier, parce qu'il y a différents modèles d'affaires, mais dans l'immobilier, il va avoir quelque chose qu'on appelle un ratio prêt-valeur, qui veut dire que pour prêter à un investisseur X qui veut acheter un bien, il faut que le ratio prêt-valeur soit de, par exemple, 70-30. Ça veut dire que la dette qu'il va contracter va être de 70%, mais la valeur de la propriété, il doit avoir un 30% de jeu. Dans le sens que je peux t'emprunter, ça, mettons, c'est 100 000, je peux t'emprunter pour 70 000 de ton acquisition. Pourquoi? Parce que si jamais l'emprunteur tombe à défaut de paiement, la transaction ou son deal ne se passe pas comme prévu, je suis capable de revenir saisir le bien et de le revendre, puis de faire mon profit sur le 30%. Comme ça, je suis capable, en tant que prêteur, De récupérer ma mise. mes clients, Les investisseurs. mes investisseurs, merci, mes investisseurs ne sont jamais perdants. Je suis en mesure de leur rembourser. Et même l'intérêt que j'avais promis. L'intérêt que j'avais promis, exactement. Et en plus de ça, je suis capable de faire un profit parce que je revends la propriété, puis il y avait un 30% de jeu que je savais que si jamais ça ne se passe pas comme il faut, je suis capable de revendre le bien et de faire un profit. Fait que c'est là que pour n'importe quel prêteur privé qui prête son argent, il va toujours avoir une garantie. Puis ça, c'est le ratio pré-valeur, mais aussi une autre chose, c'est que souvent, tout dépendant, c'est quoi le prêt, puis c'est ça qui va venir influencer le taux d'intérêt. Est-ce que ça va être à 12%, 18%? Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je peux perdre les gens. Mais suivez-moi sur ma chaîne YouTube, Immobilier Yes. 101. On va mettre le lien en description. Et on a hâte que la vidéo sorte, effectivement. Yes. Et je pourrais te recommander aussi un truc, peut-être pour enrichir ta vidéo. On a fait un truc dessus, mais je pense que toi, tu pourrais être beaucoup plus précis que nous. Quand je dis nous, je dis avec mon partenaire Gaël, avec qui on parle d'Infinite Banking. C'est un bouquin que Tony Robbins il a sorti l'année dernière qui s'appelle The Holy Grail. Je ne sais pas si tu as vu. Et à l'intérieur, vu qu'il a plein de milliardaires dans son entourage, qu'il a coaché, qu'il a accompagné, il a fait des interviews pour savoir en fait quel était le point de bascule, quel était le levier avec lequel ils ont fait l'exponentiel, quoi. Ils sont allés vraiment scaler, mais à outrance, quoi. Et il y a ce truc qui revenait à chaque fois, c'était le prêt privé sous forme de soit le venture dans les startups ou pour de l'immobilier. Et ça nous a beaucoup inspiré pour faire la vidéo. Mais moi, je trouve que tu as plus de connaissances que nous pour aller dans le détail. Ça pourrait t'inspirer de prendre le bouquin en audio et d'écouter pour enrichir ta vidéo, quoi. On va mettre le lien en description. Yes. Mais tout ça pour dire que oui, il y a le ratio pré-valeur, mais aussi, il va y avoir qu'est-ce qu'on appelle. Non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'emprunteur souvent doit mettre quelque chose en garantie pour que le prêteur privé lui finance. Il y a toujours, non? Il doit toujours même. Il y a toujours quelque chose en garantie. Il faut qu'il soit en mesure de mettre quelque chose en garantie, mais encore là, ça dépend c'est quoi la propriété, ça dépend c'est quoi le projet. Mais plus gros est le projet, plus il va devoir mettre des choses en garantie, qui veut dire que si jamais ça ne se passe pas comme il faut, le prêteur privé ressaisit le bien, il liquide le bien, le projet plutôt, parce que c'est souvent des projets, il va liquider le bien ou le projet, mais aussi il va pouvoir ressaisir les biens qui ont été mis en garantie. Fait que pour le prêteur privé, c'est toujours du win-win-win, ainsi que pour les investisseurs. Et pourquoi je parle que c'est quelque chose qui devrait intéresser beaucoup de gens qui sont à un certain niveau de sophistication d'investissement, qui ont patrimoine aussi. accès de patrimoine, qui ont accès à la liquidité, c'est parce que qu'est-ce qui est cool avec le prêt privé, c'est que en tant qu'investisseur, tu sais exactement où ton argent est, sur quel projet. De deux, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est du court terme. Si je place mon argent en bourse, j'ai aucun contrôle où est-ce que mon argent est placé, qu'est-ce qu'ils font avec mon argent. Tandis que dans le prêt privé, je vois exactement l'emprunteur qui m'a emprunté pour un projet à l'adresse ABCD sur telle rue, je sais exactement il est où. Si ça ne se passe pas comme il faut, comme je le vois, puis whatever, ça tombe à défaut, capable de venir ressaisir. Tandis est-ce que je peux aller cogner à la porte de Elon Musk pour dire hey, j'ai investi dans Tesla, je vois que tu fais des conneries puis je veux mon argent. Non, tu n'as aucun contrôle. Tu peux liquider ou tu peux acheter, c'est tout. Fait que j'ai un contrôle, mais la chose que je trouve le plus important, intéressant plutôt, c'est que
c'est du court terme. Ouais. Ce n'est jamais sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est tout du moins de 12 mois. Et Et tous même les mois, on te verse tes intérêts. En plus, à tous tous les les mois, on mois, te verse je tes intérêts. verse des intérêts. Pour donner un exemple simple, moi, j'ai un prêteur privé qui est comme partenaire parce que c'est lui que je réfère quand j'en ai. C'est que tu vois, lui, à toutes les 7 du mois, il paye ses investisseurs. Même quand la Tu peux le personne. citer hein, si tu veux. Euh, Si non, tu mais veux. OK. Pas de non. souci. Mais j'ai pas son, j'oublie, un Non, c'est blanc pas de grave. en compagnie. Je connais le nom de la personne, c'est pour ça que je ne veux pas le citer, mais le nom de la compagnie, je connais lui, mais Non, whatever. t'inquiète, pas de souci, pas de souci. Mais tout ça pour dire, c'est que lui, il paye ses investisseurs à toutes les 7 du mois, de un. Mhm. De deux, si la personne tombe à défaut de paiement, comme on a dit tantôt, lui, il offre deux options à l'investisseur. Soit tu te mets avec moi, on partage 50-50 pour tout ce qui va être les procédures de ressaisir le bien et de revendre le bien. Et une fois qu'on va faire le profit, on se sépare 50-50. Ça, c'est une option. Ou Mhm. option 2, si tu ne veux pas embarquer avec moi 50-50 pour reprendre le bien, je continue de te De payer force. ton intérêt garanti que je t'avais dit à toutes les 7 de mois, du moins jusqu'à ce que je liquide le bien. Par contre, quand je fais le profit, c'est lui qui empoche le profit. Complètement. Boom. Fait que pour un investisseur qui a de l'argent à prêter, là, puis, comme je disais, l'affaire là, que je trouve la plus intéressante, c'est que c'est du court terme. C'est à l'intérieur de 12 mois. Mhm. Tu sais, oui, tu as prêté ton argent, mais rapidement, à l'intérieur de 12 mois, on s'entend que 12 mois, ça passe en clignant des yeux. Tu as déjà ton retour sur investissement ou est-ce que ton argent, tu l'as fait fructifier et tu as eu un rendement beaucoup plus intéressant parce que les rendements que tu peux aller chercher, c'est entre du 7, 8 jusqu'à du 12, jusqu'à du 10 généralement pour un investisseur. Fait que si tu Mhm. as un 800 000, fais le calcul, à 10 à tous les mois garanti T'as dans ton rien fait, t'es assis et puis on te paye. exactement, tu n'as rien fait, tu es assis, ton argent, tu le fais travailler pour toi. Complètement. Et je pense qu'il y a même une autre. Je ne sais pas si tous les prêteurs privés le font. Si je prends le cas, parce que j'ai un peu creusé ce que Jacques Lépine fait avec Société Crédit Immo Québec, Mhm. il a plusieurs investissements qu'il faut au même moment. Donc, c'est pas quand tu prêtes ton argent à sa structure, c'est pas pour un projet. Il repartit ton cash. Imagine s'il fait 80 projets à l'année, il répartit ton cash sur 80 projets. La probabilité pour qu'il ait 80 projets se crache au même moment faut le Wow. chercher, quoi, tu vois. Donc, ce qui fait que ça te limite encore le risque à outrance, quoi. Ben oui, puis tu vois, lui, c'est un autre niveau. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce qu'il y a différents modèles d'affaires, puis tout ça, il y a différents niveaux. Mais tu vois, ça, c'est une autre façon de faire qui est super intéressante aussi. C'est pour ça que pour les gens Un bon plus business. sophistiqués, des investisseurs qualifiés, des gens qui ont de l'argent, qui voudraient avoir des rendements beaucoup plus intéressants que qu'est-ce que traditionnellement qu'on voit sur le marché, le prêt privé est une alternative hyper intéressante. Et en plus, tu n'as même pas à gérer aucun bien immobilier, puis tu es dans les techniquement. Yes. Merci beaucoup, mon cher Chris. Je t'ai pris beaucoup de ton temps, là. On parle rapidement d'Infinite Banking avant que je te laisse ou Je ne suis pas l'expert là-dedans, mais on peut en parler si tu veux. on- on- déjà tu peux c'est quelque chose que toi tu connaissais déjà est-ce que tu Je connais davantage, de plus en plus, je me renseigne là-dessus. Puis justement, j'ai eu Florian Moncam que lui, il fait ça justement là. Mais c'est de se créer de la richesse, de se créer sa propre banque avec sa Mhm. propre richesse en utilisant différents leviers, puis justement, et incluant justement les assurances aussi, des choses comme ça. Yes, ok. Bon, on va pas creuser beaucoup plus que Avec, ça. avec les fiducies, puis se créer une fiducie, puis permettre à ta famille de justement là, avoir la richesse pour pour les futures générations, etc. Yes, yes, yes. On traite suffisamment le sujet sur notre chaîne. Je pensais que tu le pratiquais. Je voulais un peu savoir ta stratégie, comment est-ce que tu structurais tout Non, ça pour tes investissements. non, moi, au contraire, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est plutôt de créer un fonds d'investissement. Mhm. Puis, tantôt, justement, tu parlais qu'on a parlé de mes objectifs ou de whatever, mais Ouais. oui, moi, mon objectif d'ici le premier trimestre de 2025, c'est de mettre la main, de partir une société de développement immobilier, en d'autres mots, de partir un fonds d'investissement pour justement, je trouve que c'est la suite logique après 15 ans d'être courtier immobilier. Oui, j'aide les gens, les familles à s'enrichir, mais il y a un certain plafond qui me bloque. Les gens s'enrichissent, oui, mais pour les gens aussi
qui ne veulent pas détenir de l'immobilier, mais qui voudraient justement avoir d'autres styles de rendement, pas avoir à se casser la tête à détenir Passif. des biens parce qu'ils veulent justement de l'immobilier passif. C'est là que justement, en créant un fonds d'investissement, j'étais en mesure d'aider ces gens-là. Et moi aussi, mais en même temps, d'aider ces gens-là, je suis capable d'aider les gens à un autre niveau. Justement, puis qu'est-ce qu'on vise, c'est vraiment De quoi est-ce que souvent. tu auras besoin pour ça et comment les gens peuvent intervenir pour ceux qui sont intéressés, que ce soit côté développement comme côté liquidité pour ceux qui veulent injecter du cash? 100%. Ben, qu'est-ce que je recherche? C'est soit des deals, des gens qui ont accès à des opportunités, des gens qui sont peut-être propriétaires de terrain, peut-être des gens qui sont aussi, qu'est-ce qu'on voit souvent, des fois, des gens, ils sont propriétaires d'un terrain où est-ce que le zonage, ils ont peut-être un duplex sur le terrain, mais le zonage pourrait permettre de construire un 8 logements. Mais ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas les connaissances pour construire le 8 logements. Là, moi puis mon équipe, on pourrait arriver, se mettre une structure en place, on devient partenaire et on fait la transaction. Ou sinon, des gens qui auraient peut-être accès à des terrains qu'on peut subdiviser puis construire des bâtiments de multilogements, construire de la construction neuve aussi, faire du développement, mettre des propriétaires à terre, reconstruire ou aussi peut-être créer des ajouts de logements sur des bâtiments existants. Densifier. Exactement, convertir des bâtiments commerciaux permettent un zonage résidentiel et les convertir en résidentiel, en unités résidentielles. Mais qu'est-ce que je recherche sinon, à part de trouver des opportunités sur le marché ou hors marché, mais c'est aussi des partenaires financiers. Fait que s'il y a des gens qui n'ont pas le temps ni l'expertise, mais qui voudraient bénéficier d'être partenaires passivement sur des opportunités. Et aussi, moi, je vais documenter le tout. J'ai une chaîne YouTube sur l'immobilier. Moi, je vais documenter le tout. Immobilier 101 avec Christophe Salador. On va mettre le lien en description. Exactement. Puis déjà là, tu sais, je passe en entrevue des investisseurs immobiliers de tout genre, de tous les niveaux, des acheteurs, des investisseurs, peu importe. Mais là, ça va me permettre d'amener du contenu où est-ce qu'on me voit sur le terrain, on voit qu'est-ce que j'achète, on voit les embûches, les enjeux, les up and down, si je veux vraiment documenter. Fait que pour les gens qui veulent justement une transparence et en même temps de pouvoir bénéficier de justement d'avoir des rendements intéressants grâce à l'immobilier, ben, contactez-moi. C'est le même lien? Better Call with. Better Call Chris. Ah, parfait. On va mettre le lien en description. Merci, Chris. Tu as des péchés mignons en investissement, hein, genre crypto, bourse, tout ça? Non, je suis vraiment plus immobilier, investissement immobilier. Nice, nice. Donc là, c'était pour 2025, ce que tu as exposé tantôt comme avec ton fonds d'investissement. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de l'immobilier au Québec, mais plus par rapport à toi? Parce que j'imagine que si tu mets ce fonds d'investissement en place, c'est parce que tu objectes, du moins tu entrevois l'avenir plus sur de la création que sur juste de l'optimisation de ce qui existe déjà, quoi, de grossir. Quoi. Ben oui, c'est drôle parce que aussi à un certain moment donné, tu sais, tu réalises que justement, ben, plutôt pour moi, je réalise qu'après 15 ans d'années d'expérience dans le monde des affaires, business, courtage immobilier, j'ai des talents puis j'ai des skills que je trouve que je suis limité dans le courtage. Puis c'est pour ça que je veux les utiliser. Fait que puis amener ça à un autre niveau. Fait que c'est pour ça que je veux sortir du courtage immobilier. Je reste dans le courtage immobilier, mais je veux aller vers justement de faire du développement, devenir un développeur immobilier, promoteur et de faire des gros projets. Parce que là, je trouve qu'il faut mettre mon talent, mon expertise sur la table avec une équipe aussi. Mais pour aller avec ta question, où est-ce que je vois l'immobilier, ou plutôt avec ma stratégie, c'est que, comme dans le livre de Tony Robbins, l'immobilier, c'est la première phase parce que je le connais, je suis là-dedans depuis 15 ans. Mon next level, qu'est-ce que j'aimerais faire parallèlement avec des investisseurs aussi, ce serait du private equity. Parce que j'ai ces skills-là, j'ai ces talents-là de marketing, de prendre quelque chose qui est déjà existant, une business, une entreprise qui est déjà existante, qui plafonne à un certain niveau et d'apporter une nouvelle façon de faire, des nouveaux talents, des nouveaux skills et de permettre cette business-là de amener ses revenus à 10 fois ses revenus. Je sais que j'ai ces talents-là parce que je l'ai fait, j'ai coaché, j'ai été formateur aussi pour des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, justement. Donc, je trouve que ce serait la suite logique. Puis en même temps, ben, en bâtissant
en faisant du développement immobilier avec des investisseurs, mais après ça, justement, pour ceux qui veulent une autre diversité de rendement, ben, je trouve que le private equity, ce serait parfait parce qu'aussi, on y va avec pas juste la demande, mais les problèmes qui s'en viennent. Puis c'est quoi les problèmes qui s'en viennent au Québec? C'est justement le reprenariat. Il y a beaucoup de business, les baby boomers, il y a beaucoup de business qui vont faire. Partent en retraite, tout ça. Partent à la retraite, qu'ils n'ont personne pour racheter la business ou pour reprendre les règnes de la business. Ben, moi, ça va me faire plaisir. Parce que contrairement à l'immobilier, qu'est-ce qui est intéressant avec les entreprises, c'est que tantôt, on les bâchait un petit peu en disant que, bon, pour les banques, ils aiment moins ça, mais la réalité avec les business, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu fais de l'argent à tous les jours. L'immobilier, c'est une fois par mois que tu collectes tes loyers. Tandis qu'une entreprise, je deviens propriétaire aujourd'hui, demain, je collecte de l'argent, après-demain, je collecte de l'argent, puis ainsi de suite, à tous les jours. Un autre actif, quoi. C'est une autre classe d'actifs qui tourne. Exactement. Fait que c'est pour ça que le private equity, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais aussi la réalité, c'est drôle parce que j'avais un meeting hier avec un nouveau partenaire à moi, mais où est-ce que je veux aller me déployer aussi, ce sera en Afrique. Là, tu m'as fait bugger, là. Comment? On a sauté un épisode, là. Comment? Ah oui, C'est quoi ton lien avec en l'Afrique? 2025, je m'en vais en Afrique. Je ne sais pas je sais pourquoi, mais je veux aller sur le terrain. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. Je veux voir qu'est-ce que je peux apporter comme plus-value, comment je peux aider les entrepreneurs, comment Qu'est-ce je qui s'est peux aider passé? à développer. Qu'est-ce qui t'a piqué? Comment c'est possible? Il n'y a Pourquoi pas de transition? j'ai 42 ans. Je vais être franc avec toi, j'ai 42 ans. Et justement, en 2025, je vais avoir 43. Et pourquoi je me limiterai au Québec? Puis pourquoi je dis mon âge? Parce que je suis hyper conscient que je n'aurai pas la même énergie puis la même force ou tu comprends? À 53, on s'entend je suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans. Dans le sens comme, oui, je suis plus j'ai de l'énergie puis tout ça, mais on s'entend que on se fatigue avec le temps. Ou il y a des choses que je fais aujourd'hui que ça ne me tentera pas nécessairement de faire dans 10 ans. Par contre, où est-ce que je peux aller planter des graines aujourd'hui que je vais être capable de récolter dans 10 ans? Fait que, où est-ce que je peux aller mettre mes efforts dès maintenant pour bâtir de quoi, apporter du changement, apporter de la valeur, créer de la valeur, trouver où est-ce qu'il y a des problèmes pour apporter des solutions, puis que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis capable de récolter les fruits de ça. Fait que On pourquoi a pas hâte l'Afrique? de suivre tout ça. Beaucoup de personnes s'en vont au Mexique. Qu'est-ce qu'on entend qui est très populaire, le Mexique puis la République dominicaine? Mais l'Afrique, tu le sais comme moi, là. On a hâte de voir ça. C'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas quand même. Ben oui, pourquoi pas. Ben là, je parle avec quelqu'un qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais puis j'utilise déjà des produits, tu sais, mes monteurs vidéo, j'ai 2 monteurs vidéo qui sont des Marocains au Maroc. Là, tu vois, j'ai un service que je vais utiliser avec quelqu'un qui est à Madagascar. Fait qu'à un moment donné, il y a des opportunités, il y a des choses là. Pourquoi je me limiterais juste au Québec? Pourquoi pas aller voir qu'est-ce qui se passe là, au bled, et pouvoir aider les gens. Donc, on a hâte de suivre ça, Chris. On a hâte que tu nous partages tout ça, que tu documentes comme d'habitude. Ah oui, ça c'est sûr. Toi, tu es vraiment légitime. Tu as été au milieu de plein de transactions. Mais on t'a jamais vu dans ce game, du moins, tu avances à tâtons quoi, dans ce game de formation, de coaching. Je dis de toi directement, je ne dis pas de toi qui intervient dans les programmes des autres. Ok, j'ai vu que tu as lancé un petit truc là sur la formation animaux, mais et je sais que tu n'es pas naïf, tu sais que c'est un vrai business model, tu sais qu'il y a du cash dans cette industrie-là. Mais on dirait que tu as toujours tourné autour, quoi. J'aimerais savoir. Sincèrement, parce que je n'en avais pas besoin. Je faisais l'immobilier, puis aussi c'est parce que j'avais déjà essayé dans le passé. Puis la fois que je me rappellerai toujours, c'était dans les années 2016-2017 que je faisais du coaching, puis tout ça. Sauf que c'était sans ads en ligne. C'était en personne, les gens venaient, je faisais un atelier gratuit. Après ça, j'aidais les gens dans un masterclass, puis tout ça. Mais la réalité, qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette période-là, c'est que mon chiffre d'affaires d'immobilier a pris un coup. L'année a fini, l'année a passé, les 6 premiers mois de l'année ont passé, j'ai vu que mon chiffre d'affaires a baissé. Puis, tu sais, quand tu pars une start-up, tu ne fais pas de l'argent du jour au lendemain. Fait que le temps que j'amène ça à un autre niveau, là, il fallait que je rattrape le temps perdu. Puis l'année a terminé, puis je n'ai pas fait beaucoup d'argent
dans mon courtage immobilier. J'ai pas atteint les objectifs de base que je suis capable de faire. Fait que là, puis aussi, drôle, bizarrement, ça c'était en 2017-2019, la pandémie a frappé aussi. Puis là, en même temps, je me suis consacré à 110% dans l'immobilier. Puis tu vois, ça a fait l'effet contraire. Mon chiffre d'affaires a doublé en dedans d'un an. Mais là, encore une fois, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que tu vois, puis dans ce temps-là, j'avais quoi? J'avais fin trentaine. Mais là, par contre, je réalise que, OK, si je plante pas des graines dans d'autres sphères, dans d'autres domaines, ben, le temps va passer puis je vais juste être encore dans le courtage immobilier. Fait que c'est pour ça que maintenant, oui, là, j'ai lancé une formation sur l'investissement immobilier. Puis j'aimerais préciser que ma formation sur l'immobilier, qu'est-ce qui me différencie des autres? Parce qu'avec l'expérience L'expérience, la réalité, on n'est pas dans la théorie. Là. Je suis sur le terrain, jour après jour, année après année, différents projets, différents types d'acquisitions, puis tout ça. La réalité, mon expertise, puis qu'est-ce qui différencie ma formation, c'est que je montre aux gens comment, avec n'importe quel type de propriété, comment l'utiliser comme tremplin et t'enrichir dans le monde de l'immobilier. Parce que les autres formations, c'est beaucoup multilogement, multilogement, multilogement. Mais comme que je l'ai dit tantôt, même les gourous, les coachs, les formateurs, les investisseurs d'expérience, souvent leur première propriété, c'était même pas un multilogement, mais personne n'en parle. Parce que moi, je le vois et je le vis, puis c'est ça que je vais apporter. C'est ça que dans ma formation, justement, qui est passée à l'action, c'est comment, avec peu importe tes moyens, peu importe l'acquisition que tu fais, comment qu'on est capable de faire en sorte que ça soit le meilleur tremplin pour te permettre de t'enrichir dans l'immobilier. Fait que ça, c'est un. Ça, c'est qu'est-ce qui est en place là, qui est déjà en cours. Puis j'ai une formation gratuite, une vidéo en ligne gratuite où est-ce que les gens peuvent avoir accès. On peut la mettre on va mettre le lien en description. Ouais. Ça, c'est un. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de terminer? C'est une formation pour les courtiers immobiliers. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que toi aussi, j'ai cette expertise-là. Fait que, dans le fond, puis il y a beaucoup de courtiers qui commencent. C'est pas facile le métier d'être courtier immobilier. La majorité des Si tu courtiers. as la licence, il y a une chose d'avoir la licence et d'aller chasser les clients. Ça, c'est autre chose, quoi. C'est une autre compétence, quoi. Exactement. Puis comment tu peux avoir du succès, peu importe les marchés, mais surtout, comment avec mes outils, mes conseils, mes trucs, astuces, puis mes façons de faire, n'importe quel courtier peut aller faire son 250 000 à l'intérieur de 12 à 18 mois garanti. C'est ça que je vais leur apporter dans cette formation-là. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je suis en train de peaufiner là. Puis oui, là, on va me voir davantage sur les réseaux, dans les ads, parce qu'il faut faire la promotion de ces formations-là, là, justement. Yes, on a hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup, mon cher Chris. Franchement, c'était full value cet épisode. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te poser. Vas-y. Je te pose la question. Tu penses qu'il y a une question que j'aurais oubliée ou quelle est la question que je devais te poser que je t'ai pas posée? On a vraiment fait le tour. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, Immobilier 101 sur YouTube, c'est là qu'à toutes les semaines, minimum, soit une fois ou deux fois par semaine, je sors des vidéos qui sont très axées sur l'immobilier, l'investissement immobilier. Puis c'est drôle, ben justement, pour lancer la formation pour les courtiers, je vais sortir une deuxième chaîne YouTube qui va être pour les courtiers immobiliers. Le nom est public déjà ou pas encore? Oui, c'est $1 Million Broker. Ça sort dans combien de temps? La vidéo, celle-ci, on va la publier d'ici 5 semaines, si le lien est disponible. Pour les courtiers immobiliers, je te dirais que ça devrait sortir pour le mois de février. Je ne sais pas quand exactement. Parce que mon main focus reste mon petit bébé qui est Immobilier 101. Parce que j'ai plein de vidéos en banque. J'ai des personnes incroyables qui s'en viennent, qui sont là déjà. Puis sincèrement, c'est drôle, hein, mais tu vois, mon partenaire qui est en Afrique, il a vraiment étudié plusieurs de mes vidéos. Puis une des choses qu'il m'a dit, puis c'est même pas pour me vanter, parce que c'est même pas moi qui le dis, c'est vraiment mes invités que je reçois. Puis je suis sûr que tu le vis aussi, mais que le partage d'expérience de mes invités, les pépites d'or qui sortent, qu'ils disent, les trucs, astuces qu'ils partagent, la réalité là, pour devenir millionnaire, pour s'enrichir, pour atteindre la liberté financière, tout est là. Ce n'est pas pour me vanter, mais sincèrement, là, quelqu'un qui s'assoit et qui écoute les invités, leurs trucs et astuces, peu importe qui qu'ils soient, puis peu importe leur niche, sincèrement, les secrets du succès sont vraiment dans ma chaîne YouTube, gratuitement en plus. Ben moi, je confirme, hein, en tant que premier consommateur. Donc, on va mettre tout ça en description, la chaîne YouTube, le Better Call. Better Call, ça va être le lien pour l'appel découverte.
Yes, également le lien pour regarder la formation gratuite et à partir de là, vous pouvez onboarder sur la formation payante. Je te remercie vraiment, Chris, pour ton temps, pour l'énergie, pour Yes. l'inspiration. C'est moi qui te remercie aussi. Belle initiative d'avoir parti ta chaîne. J'aime ça voir justement des compatriotes, des frères maximiser et utiliser justement YouTube. Félicitations pour ça. Puis merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Yes.